Ah si, c'est bon. Oui, super. Bonjour à tous, je pense que tout le monde est arrivé. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce 9e Junia Alumni Day. Cette année, il est décorrélé des soirées anniversaires de promo. Un petit rappel sur Junia Alumni, c'est l'association des étudiants et diplômés de Junia. En quelques chiffres, ce sont 27 000 diplômés, 5 000 étudiants sur différents campus, notamment à Lille, à Bordeaux et à Châteauroux. L'association elle est animée par 4 professionnels, Angélique, Marie, Agathe et Pauline, et avec le support d'une 5e personne depuis peu, notre alternante Lucie. 200 événements par an, que ce soit des événements de rencontres, de networking, que ce soit des événements carrière, des visites. 8 clubs professionnels. Ces clubs professionnels, ils sont animés par et pour les alumni et ils sont très actifs. Donc un grand merci pour votre implication. On compte sur effectivement notre équipe professionnelle pour les animer, mais également pour les alumni, pour nous proposer des sujets et pour les faire vivre dans la durée. Un grand merci à tous pour votre implication sur ces groupes professionnels qui font partie de l'ADN de notre réseau. À la rentrée, une nouvelle application a été lancée. Donc vous avez maintenant une application Junia Alumni qui est disponible sur l'Apple Store et sur le Google Store. N'hésitez pas à la télécharger gratuitement. Elle vous permettra de suivre l'actualité du réseau, les offres d'emploi, les actions carrières, l'agenda des événements. Je crois que du coup, on peut féliciter notre équipe professionnelle Junia Alumni pour toutes ces actions menées et ces innovations qu'elle porte notamment à la rentrée. Un grand merci également aux équipes de Junia qui ont participé à la construction de cette journée. Et vous aurez l'occasion de les rencontrer aujourd'hui, cet après-midi notamment, lors des différents ateliers qui sont prévus autour de l'école. Le contexte de l'école, il est difficile en ce moment. N'hésitez pas à échanger, on pourra en parler ce midi. On a besoin du soutien de tous, de la solidarité du réseau pour passer la période, former les étudiants, servir les entreprises, transformer la pédagogie, assurer l'attractivité de nos offres en les développant. Vous avez notamment été sollicité par mail pour nous aider via la Fondation Lakato. D'avance, merci de votre aide. C'est important pour le présent et le futur de Junia. Un grand merci également aux équipes de l'Institut Pasteur qui ont construit avec l'équipe réseau cette journée, tout particulièrement Jean-Michel Le Cerf, que nous entendrons tout à l'heure nous parler de sciences, de technologie, de santé, de nutrition notamment, je pense. Enfin, je vous parlais en début d'intervention de la prochaine soirée anniversaire de promo. Donc, ce sont les promos en 4 et en 9. Elle se déroulera le samedi 4 mai à la Cité des Échanges à Marc-en-Barreuil. N'hésitez pas à revenir vers l'équipe de Junia Alumni si vous souhaitez profiter de cette date pour organiser un événement avec vos collègues de promo ou participer à l'organisation et à l'animation de cette soirée. Je passe la parole à Anne pour la suite de la présentation, l'animation de cette journée. Merci pour ta fidélité, Anne. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et je vous souhaite un très beau Junia Alumni Day. Toutes. Merci beaucoup Christophe pour le passage de témoin et puis merci de me renouveler cette confiance parce que c'est quand même la 9e édition du Junia Alumni Day. Alors bienvenue également à ceux qui nous regardent en distanciel, qui sont derrière leur écran. Je me présente, Anne Baumeister, et j'ai déjà animé plusieurs fois cette matinée. Je suis une nouvelle fois ravie d'être avec vous ce matin. Alors avant de démarrer, je vais vous demander de mettre vos téléphones portables sur silencieux, voire de les éteindre, ainsi que les montres connectées. Je vous remercie. Alors Christophe l'a dévoilé, nous allons accueillir dans quelques instants Jean-Michel Le Cerf qui va nous parler de nutrition, sciences, technologie, santé. Mais avant, je vais laisser quelques minutes le micro à Alina Guinet, qui est professeure associée au département santé et environnement, et qui va nous présenter les projets de l'école qui sont liés à la santé. Bienvenue Alina. Je vais vous donner un micro. Voilà, il est allumé, c'est tout bon.
Merci beaucoup. Bon. Je vais vous présenter les travaux de recherche réalisés au sein de Junia en lien avec la santé. Et je vais commencer ma présentation par vous présenter le nouveau tableau périodique des éléments. Vous l'avez peut-être vu. Les 90 éléments qui constituent notre beau monde sont sous tension. Et c'est dans ce cadre-là que nos travaux de recherche s'inscrivent. On va essayer, nous, d'utiliser plus les éléments qui sont encore abondants, représentés en vert, et limiter l'utilisation des éléments sous tension avec une menace sérieuse d'approvisionnement dans les prochaines années. Et comme vous pouvez le constater, il y a certains qui sont figurés en gris foncé et qui ne sont disponibles que dans des zones de conflit. Donc concrètement, au sein de Junia, nous faisons une chimie appliquée à la santé humaine, mais aussi à la santé végétale. Au niveau de la santé humaine, nous allons concevoir des nouveaux principes actifs de médicaments, mais aussi des actifs cosmétiques. Et au niveau de la santé végétale, on va s'intéresser, en partenariat avec nos collègues de Junia ISA, aux stimulateurs de défense de plantes, comme substitut aux pesticides. Mais on aime bien dire qu'on fait de la chimie appliquée à la santé unique parce que, tôt ou tard, par les cycles de la vie, tout ce qu'on va utiliser chez l'homme va se retrouver chez la plante, dans les sols, dans l'eau et chez l'animal. Donc on va avoir plutôt une chimie chez Junia appliquée à la santé unique. Je dirige aussi au sein de l'école le laboratoire de recherche de chimie durable et santé, qui est un laboratoire assez unique dans la région, qui est à circuit court, qui va être écologique, qui va développer plutôt des déchets de l'agroalimentaire. Nous avons vraiment une expertise sur la mélasse de betterave sucrière. L'équipe n'est pas si grande, elle regroupe une dizaine de personnes, mais l'équipe est très dynamique. Nous publions plus de 10 articles scientifiques chaque année et nous déposons de brevets et nous arrivons à décrocher des financements assez importants de quelques millions d'euros via des programmes de type Interreg, Nord-Ouest Europe ou ANR, comme présenté ici. Vous avez ici une illustration du nouveau bâtiment Colson. Donc notre laboratoire va déménager en début d'année 2024 dans ce nouveau bâtiment derrière l'ICEN que vous pouvez déjà voir. Et on vous attendra avec grand plaisir à l'inauguration du laboratoire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Junia, à notre connaissance, est l'unique école d'ingénieurs qui présente une chimiothèque. Notre chimiothèque regroupe plus de 4000 molécules qui sont synthétisées par nos chimistes et qui sont capables d'être testées très rapidement, dès qu'il y a un problème de santé, dès qu'il y a une protéine, un récepteur pour lequel on doit trouver une solution, soit pour le bloquer, soit pour l'activer. Cette chimiothèque nous a permis de découvrir des molécules suffisamment intéressantes, appelées des hits, et nous les avons par la suite optimisées pour créer des leads, des candidats médicaments sur plusieurs sujets. Et pour maturer ces sujets, nous travaillons avec les SAT, la SAT Nord en particulier, mais également avec la SAT Sud-Est, sur un projet récent sur le cancer du poumon. Et comme vous pouvez le constater, on a l'habitude de travailler avec des grands groupes, avec le groupe L'Oréal, avec l'Université de Queensland, avec le National Cancer Institute aux États-Unis. Et donc, c'est vraiment une richesse du laboratoire, cette chimiothèque, qui présente des molécules appelées HEI, parce que historiquement, on est HEI. Même si, donc, actuellement, il s'agit de la chimiothèque Junia. Je vais vous parler aujourd'hui des molécules anti-vieillissement que nous développons. Le contexte est qu'actuellement, on est en plein gériatrique boom et que l'idée, c'est de mieux vieillir en bonne santé. Et l'objectif chez nous, c'est de créer des molécules capables d'interférer avec les effets physiologiques du vieillissement par inhibition d'un récepteur qui s'appelle le RAGE, le récepteur produit de glycation avancée. RAGE a cette structure qui est présentée sur la droite. Et pourquoi créer des molécules qui vont bloquer ce récepteur ? Tout simplement parce qu'actuellement, il n'y a pas de molécule sur le marché qui va bloquer ce récepteur et que les molécules qui sont actuellement en développement clinique vont avoir des propriétés pharmacocinétiques assez défavorables. Vous avez ici un petit peu les phases du processus de découverte de médicaments et un petit peu ce qu'on est capable, nous, de faire
dans ce processus de développement de médicaments. Donc, comme vous pouvez le constater, on est capable d'aller avec nos partenaires biologistes. Sachez aussi que tous les membres de mon équipe sont rattachés à l'unité 1167 de l'INSERM. Donc, on a une belle reconnaissance et on a un écosystème de travail assez impressionnant. Donc, on est capable d'aller jusqu'aux essais cliniques, même jusqu'à la fin des essais cliniques avec une molécule. Et ensuite, on va déposer les brevets, on va les transférer au Big Pharma pour aller dans les essais cliniques et aller jusqu'à la mise sur le marché. Donc concrètement, on a plusieurs actions pour découvrir des molécules anti-vieillissement. On fait appel d'abord à la chimiothèque, ensuite on s'est intéressé aux sous-produits de l'écorce de grenade et aussi à d'autres molécules de synthèse chimique. Nous avons déjà réalisé le screening de notre chimiothèque sur 250 molécules pour le moment et nous avons identifié des hits que nous sommes en train de breveter et aussi de maturer pour aller jusqu'à un essai clinique. Et actuellement, on bénéficie d'un financement starter de la région Hauts-de-France et nous travaillons sur le dépôt de brevet avec la SAT-Nord. Mais je voulais vous présenter aujourd'hui les molécules qu'on a trouvées dans l'écorce de grenade, comme quoi la grenade est un fruit intéressant. Donc, on a eu un doctorant qui a reçu aussi 2 prix de thèse, la meilleure thèse de la région Hauts-de-France en partenariat avec un industriel. Et l'industriel est Florimond-Després, pour ce cas. Et donc l'idée a été de trouver des candidats éco-responsables anti-vieillissement. Et on s'est intéressé beaucoup donc, aux fruits, aux noix, qui présentent des polyphénols antioxydants, mais qui, on a vu dans la presse, qu'ils avaient des propriétés anti-vieillissement, sans avoir une description du mécanisme d'action. Donc nous, on s'est intéressé à savoir comment est-ce que ces molécules-là, ces polyphénols, étaient capables d'avoir une action anti-vieillissement. Et on les a étudiés sur notre récepteur d'intérêt, sur RAGE. Tout d'abord, nous avons opté pour une chimie verte pour accéder à ces molécules. La chimie verte, elle repose sur 12 piliers et nous avons plutôt sélectionné certains. La catalyse, l'économie d'atomes, l'utilisation de matières renouvelables. Et nous avons travaillé avec Junia Issa sur la conception de nouveaux catalyseurs biosourcés. Qu'est-ce que c'est que cette éco-catalyse? C'est tout simplement essayer de récupérer des métaux de nos friches industrielles des Hauts-de-France à l'aide des plantes. Donc, on a fait pousser des plantes sur des sols contaminés de manière à capter dans les parties aériennes des métaux. Et ces métaux, on les a utilisés par la suite dans la synthèse d'urolitine modifiée. Voici un petit peu un schéma de préparation de ces éco-catalyseurs. Donc, on a des biomasses qu'on récupère, qu'on sèche, qu'on broie, qu'on calcine, qu'on traite à l'acide chlorhydrique de manière à obtenir un pool d'acide de Lewis qu'on utilise par la suite en synthèse organique à la place du produit issu de la pétrochimie. Donc voici les conditions réactionnelles qu'on a testées. On en a testé plein. Le catalyseur utilisé dans la littérature est le sulfate de cuivre. Et on a testé nos éco-catalyseurs et on a vu qu'ils étaient meilleurs pour cette transformation par rapport aux produits pétrochimiques. Et voici, on a testé toute une série de dérivés d'urolitine. Ceux qui sont entourés en violet sont des nouveaux composés, jamais décrits dans la littérature. Et tous ces composés ont subi une évaluation pharmacochimique à la faculté de pharmacie de Lille. Et on a bien vu qu'on avait des molécules vraiment intéressantes qui étaient capables d'inhiber l'activité de RAGE. Donc voilà, pour conclure, on a été capable de synthétiser des molécules analogues de la molécule issue de l'écorce de grenade. On a pu faire des relations structure-activité. On a vu que dans certaines positions de la molécule, les modulations chimiques étaient favorisées, alors que tout changement, par exemple à côté de l'hydroxy aromatique, conduisait à une perte d'activité. Voici la molécule la plus active de l'étude, qui a des propriétés anti-vieillissement intéressantes. C'est la HEI 3716. Et bien évidemment, donc on a été capable d'identifier des molécules aussi actives que l'urolitine B de la grenade, mais aussi des molécules plus actives. Donc voilà, merci pour votre
Attention. Merci beaucoup, Alina. Je vais vous demander de regagner la salle. Merci en tout cas pour cette synthèse sur les différents projets qui sont développés au sein de l'école. Alors, si je vous dis le surpoids, c'est dans la tête ou l'assiette, la joie de manger, 40 idées fausses sur les régimes. Alors, ces phrases ne sont pas des punchlines de rap, mais bel et bien les titres d'ouvrages parmi une vingtaine d'autres écrits par Jean-Michel Le Cerf, nutritionniste, médecin, endocrinologue, directeur médical du Centre Prévention Santé Longévité, chef du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, diacre aussi au diocèse de Lille. Jean-Michel Le Cerf est un expert reconnu internationalement dans le domaine de la nutrition. Je l'invite à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Bonjour Jean-Michel, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas. Alors avant de vous laisser la parole justement pour parler de nutrition, santé, je voulais vous demander de nous présenter en quelques mots l'Institut Pasteur de Lille. Tout le monde le connaît, mais on ne sait pas forcément ses fonctions exactes, etc. Donc s'il vous plaît. Oui, alors moi j'y suis rentré en 1982, donc vous voyez, ça fait déjà un petit moment. Et l'Institut Pasteur de Lille a été fondé en 1894 par Albert Calmette, lui-même désigné par Pasteur à la demande du maire de Lille, Géry Legrand à l'époque, puisqu'on était atteint de diphtérie et tuberculose, et donc il fallait en venir à bout. Il a sollicité donc Calmette, qui a été désigné comme premier directeur. Et d'emblée, pour vous situer un petit peu nos activités, Calmette a donné les orientations, d'une part la recherche, que nous avons toujours, qui est une très grande et active recherche, et d'autre part le service de la population avec la santé publique. En effet, il fallait trouver un vaccin, et il l'a trouvé, puisque c'est lui qui a découvert le BCG, Bacille Calmette-Guérin. Calmette, c'est voilà. Et simultanément, avant de découvrir ce BCG, enfin de travailler pour le découvrir, eh bien, il a envoyé des moniteurs d'hygiène dans les courets de Lille pour apprendre aux gens l'hygiène, la propreté et toutes sortes d'éléments de base pour prévenir les maladies infectieuses. Et donc aujourd'hui, à Pasteur Lille, Lille est le deuxième institut Pasteur de France, il n'y en a que deux, il y a Paris et Lille. On appartient à un réseau de 32 instituts Pasteur dans le monde, donc on est vraiment très largement répandu. Aujourd'hui, il y a toujours deux activités. L'activité de recherche fondamentale, qui est une très grosse activité dans le domaine de l'Alzheimer, de la maladie cardiovasculaire, des maladies métaboliques, de l'obésité, du diabète, des maladies infectieuses toujours. Et puis, il y a tout un secteur de prévention qui s'appelle le Centre Prévention Santé Longévité, que je dirige, et qui est orienté sur des actions de santé publique, mais aussi de la recherche en santé publique, de la recherche épidémiologique, de la recherche clinique, et puis une offre de services, de formation, d'expertise pour ceux qui veulent avancer sur le thème de la prévention. Voilà un petit peu, si vous voulez. Alors, sur le campus, on est 1000. L'Institut Pasteur lui-même, c'est 350 personnes. Et voilà, on est quand même avec une belle image dans notre région. Oui, tout à fait. Merci pour ces précisions. Et comme vous dites, oui, une belle image dans notre région. Alors, dans votre livre, justement, je l'avais cité en préambule, enfin, un de vos livres, l'avant-dernier, parce que le dernier, c'est 40 idées fausses sur les régimes. Et en 2022, vous avez sorti La joie de manger, un titre assez évocateur dans lequel vous expliquez, à juste titre, que l'acte alimentaire ne se résume pas à ingérer des nutriments pour notre bien, en espérant que ce soit pour notre bien, mais que ça va bien au-delà de ça. Alors, est-ce que vous pouvez développer sur ce sujet? C'est ce que je vais faire dans un instant. Nous ne sommes pas un tube digestif, nous sommes bien plus que cela, et c'est ce que je voudrais essayer de partager avec vous. Et c'est vraiment une conviction acquise avec toute une expérience, mais qui est la vôtre aussi. Hein. Je ne suis pas la seule à la partager. Eh bien, écoutez, on va vous écouter avec attention. Je rappelle qu'on a réservé un temps questions-réponses après la conférence, donc n'hésitez pas, il y a un micro qui va circuler, vous pourrez poser vos questions. Il y a également, pour les gens qui sont en distanciel, un chat qui va permettre de recueillir vos questions et on pourra les poser après la conférence. Voilà, merci d'abord à Junia Lomnidé de m'avoir invité, c'est vraiment un grand honneur pour moi. Et vous avez choisi ce titre, La joie de manger, quels enjeux de santé et quels enjeux de société. Tout à l'heure, en introduction, vous disiez, on va parler de nutrition, de sciences, de technique.
peut-être j'ai envie de m'éloigner un petit peu de la science et de la technique, et peut-être même de m'éloigner de la diététique, qui est une belle discipline, mais qui est parfois un petit peu austère. Quand on parle de diététique, on a envie plutôt de fuir que de suivre. Certes, l'alimentation joue un rôle très très important dans notre état de santé, personne ne peut le nier, et moi en premier, qui exerçais à l'hôpital pendant près de 40 ans, je conseille et je conseillais toujours à mes patients une bonne alimentation, c'est une évidence. Certes, la santé est aussi un enjeu de société, et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, avec le vieillissement, nous sommes de plus en plus nombreux à être âgés, je dis nous, j'en fais partie. Mais ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est forcément vieux, il y a peut-être une différence entre les deux. Certes, la santé est un problème de société avec l'épidémie d'obésité, vous l'avez dit en introduction, beaucoup de personnes sont en surpoids, tout ça c'est une évidence, mais comment, et c'est la question que je me suis posée en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, puisque le titre c'est « La joie de manger », quels enjeux de santé et de société, comment peut-on accorder la joie de manger? Vous nous dites qu'il faut être joyeux à manger, donc il faut manger avec plaisir et puis s'empiffrer. Comment est-ce que c'est compatible avec cette problématique enjeu de société et enjeu de santé? Eh bien, précisément, je pense profondément que si l'on veut que l'alimentation soit un vrai levier pour améliorer notre santé, eh bien, il faut lui donner à cet acte alimentaire sa vraie place, son vrai rôle, et retrouver une relation apaisée avec notre alimentation. Aujourd'hui, notre alimentation est devenue quelque chose qui est conflictuel. La plupart des gens sont en conflit avec leurs voisins parce que leurs voisins mangent quelque chose qu'ils ne devraient pas manger. La plupart des gens sont en conflit avec leur propre corps parce qu'ils se disent « j'ai mangé cet aliment et on m'a dit qu'il ne fallait pas le manger ». Et puis, des discours viennent de partout et puis nous perturbent un petit peu. L'alimentation devient plutôt problématique que quelque chose qui nous fait du bien, qui nous rassure et qui, finalement, crée de l'humanité. Et donc, je pense que retrouver cette relation apaisée est sans doute une des clés, loin des peurs, des rumeurs qui sont en permanence alimentées, parfois à juste titre. Il ne s'agit pas de dire tout va bien, il y a des améliorations et des enjeux dans la qualité de notre alimentation qu'il ne faut pas éluder, mais une relation non angoissante est importante, sinon nous allons vers des messages ou des discours, des attitudes qui sont contre-productifs. Les fake news nous envahissent, les messages de santé, nous ne les entendons plus, peut-être parce que justement, ils ont omis un peu la réalité de ce qu'est l'acte alimentaire, avec sa complexité, avec son humanité. Alors, on nous dit tout le temps que nous devrions manger autrement. D'ailleurs, c'était le titre de mon premier livre en 1984, Manger autrement. On nous le dit, ce qui suggère quand même qu'on ne mange pas très bien. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est la réalité ? Nous menons beaucoup d'études, de travaux scientifiques pour essayer de comprendre les évolutions alimentaires. Il y a des gens qui mangent de moins en moins bien. Il y a un vrai problème alimentaire pour une partie de la population. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la situation ne s'est pas quand même dégradée au point où il y aurait des alertes en permanence. D'ailleurs, c'est assez amusant d'observer que les discours un peu stressants, les peurs alimentaires et parfois les rumeurs ont toujours existé. Il y a toujours eu des aliments qui ont été décriés. Alors, je ne vais pas remonter à trop loin. D'abord, des aliments banaux comme ceux que nous avons aujourd'hui, le sucre, la pomme de terre, le lait, etc., ont eu aussi leur heure d'inquiétude. Mais en 1913, un dénommé Carton disait qu'il y avait 3 meurtriers sur Terre ou dans notre alimentation, l'alcool, le sucre et la viande. Avec ça, on était bien parti. C'est vrai que l'alcool pose des problèmes et il ne s'agit pas de le nier. Le sucre pose des problèmes et il ne s'agit pas de le nier. L'excès de viande peut poser des problèmes. On ne va pas non plus le nier, mais bon, dire qu'il s'agit de meurtriers, c'est peut-être un peu fort. Les rumeurs aussi sont constantes. Vous connaissez cette fameuse rumeur de Villejuif dans les années 80, qui existe toujours d'ailleurs, qui est une rumeur avec une liste d'additifs interdits, dangereux, et qui est un faux,
qui ne vient pas des villes juives et qui continue à courir sur le manteau. Vous tapez rumeur de ville juive, vous verrez, il y a d'ailleurs des thèses qui sont faites sur ce qu'est une rumeur. Et puis d'autres rumeurs encore, nous devrions éliminer le lait, le gluten, le blé, la viande, j'en passe et des meilleurs. Aucun des aliments que nous avons dans notre assiette n'est exclu quand on n'entend pas que les fruits et légumes, il faudrait aussi les éliminer parce qu'ils sont bourrés de pesticides et c'est très dangereux. Et puis aujourd'hui, bien sûr, on nous dit que seule l'alimentation végétale nous sauvera et sauvera la planète. Il est vrai, il est tout à fait exact qu'une alimentation trop carnée, avec une absence de produits végétaux, avec des productions qui sont faites dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes, pose problème. Mais on voit bien tout de suite que la réalité, la vérité est toujours dans un équilibre, c'est entre les deux, un peu, mais pas de trop, comme disait votre grand-mère ou la mienne. D'ailleurs, je me dis parfois que pourquoi j'ai fait des études et pourquoi je travaille depuis si longtemps, puisque finalement, un peu, mais pas de trop, de tout un peu, c'est peut-être le résumé de ce que nous savons aujourd'hui. En effet, beaucoup prétendent que nous sommes empoisonnés. D'ailleurs, vous citiez les titres de mes livres, qui parfois sont des livres qui intéressent, mais je me suis déjà dit que si je voulais faire des livres qui marchent, je devrais changer le titre. Nous sommes empoisonnés, la peur de manger, là, ça marcherait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. En réalité, quand on regarde, puisqu'on parlait de vieillissement tout à l'heure, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Voyez vos grands-parents ou vos parents à 80 ans, dynamiques. Bon, bien sûr, la vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle, comme dirait l'autre, mais on a quand même la chance d'avoir des personnes de 80 ou 92 ans qui vont pas mal. Je fêtais les 70 ans de mariage de mes beaux-parents il y a 2 jours. Ils sont même passés sur France 3. Magnifique, 92 ans, mais magnifique, extraordinaire, c'est superbe. Notre espérance de vie augmente de 6 mois tous les 2 ans. Notre espérance de vie augmente de 6 mois tous les 2 ans. Si on est empoisonné, il y a un problème. Notre espérance de vie en qualité a augmenté de 2 ans dans les 12 dernières années. Alors ça va moins vite, bien sûr, ça va un peu moins vite, mais ce n'est pas si mal que ça. Et souvent, on entend l'inverse. Oui, il y a de plus en plus de gens âgés, mais en plus, leur état de santé se dégrade. Ça n'est pas la réalité scientifique. Regardez. On parle de l'Alzheimer, par exemple, avec Philippe Amouyel, avec qui je travaille aussi, qui est chercheur dans le domaine de l'Alzheimer. Il a été établi que l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas d'Alzheimer, ne fait que diminuer de décade en décade depuis une quarantaine d'années. Vous allez dire, oui, non, c'est l'inverse, on nous dit. Non, la prévalence augmente, c'est-à-dire le nombre de cas augmente parce qu'on est de plus en plus nombreux à être âgés. Comme il y a de plus en plus de gens âgés, puisqu'on vit plus longtemps, il y a de plus en plus. Mais à même âge, quand on regarde de décade en décade depuis 40 ans, il y en a de moins en moins, ce qui signifie que globalement, la situation ne se dégrade pas. Pour la DMLA, qui est une maladie des personnes âgées aussi, les gens qui ont une altération de la rétine, qui est une maladie qui a un petit facteur nutritionnel à considérer, mais aussi un facteur génétique. Le facteur nutritionnel n'est pas négligeable d'ailleurs. Eh bien c'est pareil, de décade en décade, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, ne fait que diminuer. Vous dites, on en parle de plus en plus, il y en a de plus en plus. Mais oui, mais c'est parce qu'on est plus nombreux à être âgés. Et donc, forcément... Donc, vous voyez bien que les choses ne sont pas aussi noires qu'on le dit. Noir et blanc, ça va bien ensemble, mais pas tout noir. En fait, on pourrait reprendre cette phrase que vous connaissez bien, hein, le bruit ne fait pas de bien, mais le bien ne fait pas de bruit. Autrement dit, quand ça va bien, quand les trains arrivent à l'heure, on n'en parle pas, et quand ils sont en retard, on en parle. Et donc, peut-être qu'il faudrait se rappeler que manger nous fait d'abord du bien, et que manger contribue à notre santé, surtout bien manger, mais manger tout court. Parce que si on ne mange pas suffisamment, la malnutrition guettait les populations précédentes. Quand on regarde le statut alimentaire du XIXe siècle, c'était dramatique. Les famines, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que dans les 10 derniers siècles, entre le Xe et le XXe siècle, le XXe siècle, on le met à part, parce qu'il y a eu des famines, mais qui étaient toutes organisées par Staline, par Hitler, par Mao, toutes organisées. Mais quand on regarde dans les 10 autres siècles, entre le Xe et le XIXe siècle, il y avait entre 10 et
30 ou 40 années de famine par siècle. On ne les a plus. Il y a encore de la malnutrition. D'ailleurs, la malnutrition dans le monde progresse un peu en valeur absolue, mais diminue très fortement en valeur relative. Très fortement. Les seuls qui persistent sont des situations de malnutrition liées à des conflits, à des guerres, à des traumatismes de ce type-là, bref, aux actions humaines. Et ce n'est pas une question de réelle satisfaction des besoins. Donc manger nous fait d'abord du bien, et ça, il faut le rappeler, pour nous réconcilier un peu avec notre alimentation. Mais ça nous fait du bien, bien sûr, parce que ça nous nourrit. Mais ce n'est pas la seule finalité de l'acte alimentaire. Parce que si on mangeait que pour se nourrir, on pourrait quand même faire mieux. On pourrait aller un peu plus vite, on pourrait gagner un petit peu de temps. Par exemple, on pourrait essayer de se faire une petite gastrostomie, avec une petite perfusion au niveau de l'estomac. C'est pas très compliqué. Hein. Moi, je me suis occupé d'enfants polyhandicapés pendant longtemps, nourris par sonde. Ben, vous avez tout ce qu'il faut. Hein, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis voilà, vous vous gavez avec des mélanges qui contiendraient, allez, presque tout, protéines, lipides, glucides, etc. Et puis les vitamines et les minéraux. Ce serait formidable. Bien non, ça ne nous réjouirait pas, bien sûr, bien sûr. Si il n'y avait que cela, ça n'irait pas. Et d'ailleurs, même, on le sait, il y a quelque chose qui est intéressant et qui fait partie de la recherche aujourd'hui en nutrition, c'est que même si on mettait tous ces nutriments en bonne proportion, on n'a pas l'effet qu'on appelle matrice. Autrement dit, on ne mange pas des nutriments, on mange des aliments. On mange des aliments et ça, c'est vraiment essentiel. Imaginez que vous allez rendre visite à une de vos tantes âgées, et puis vous apprenez qu'elle était hospitalisée. Hein, donc vous l'apprenez, vous allez rendre visite. Il faut rendre visite aux malades. C'est très important de visiter les malades. Ils ont besoin de notre réconfort. Et puis vous dites, je vais lui apporter quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on apporte à un malade? Des chocolats, bien sûr. Il faut apporter des chocolats. Et puis vous arrivez dans la salle, dans sa chambre, et puis, mince, mes chocolats. Elle a une sonde. Elle a une sonde là, une autre sonde là, elle a une sonde partout. Je ne vais pas vous voir. Donc vous troquez au chocolat contre des fleurs, comme Jacques Brel. Hein, voilà. Et puis vous allez vers elle et puis vous dites, ah là, dis donc, attends, je regarde ta composition là, c'est sympa, tu as tout ce qu'il faut. Il y a même des acides gras essentiels, c'est bien, tu es contente? Et non, qu'est-ce que vous lui dites à cette personne-là? Vous lui dites, voilà, quand est-ce qu'on te le retire? Quand est-ce qu'on te le retire? Parce qu'on voit bien que ce passé de l'acte alimentaire, avec tout ce que ça englobe, la bouche en particulier, qui est si importante, et puis le partage, eh bien, il manquera quelque chose. En fait, il y a 3 fonctions à l'acte alimentaire, c'est le sous-titre du livre « La joie de manger », nourrir, réjouir et réunir. Nourrir qui est bien sûr la base pour nous permettre de grandir quand on est enfant, de nous restaurer nos cellules qui se renouvellent en permanence. Vous savez que, par exemple, il y a des cellules intestinales qui se renouvellent pour la moitié en quelques jours. C'est fantastique. Nourrir pour grandir, pour restaurer, pour entretenir, pour soigner aussi, bien sûr. Mais ça n'est pas suffisant. Il y a aussi 2 autres fonctions à l'acte alimentaire qui sont de réjouir, donc de nous procurer du plaisir, mais pas comme si c'était une option en plus. On le voit parfois dans certains messages de santé publique, on nous dit, bon, alors voilà ce qu'il faut manger, on nous dit toute une liste de trucs qui ne sont pas forcément évidents, enfin, les légumes secs 4 fois par semaine, c'est très très bien, manger des légumes secs, mais bon, c'est pas forcément... et puis à la fin, on dit, bon, en plus, il y a des aliments qui sont des aliments riches, plaisir, bon, vous y avez droit un petit peu quand même, un petit peu. On saupoudre du plaisir. En fait, on n'a rien compris du tout. Parce que le plaisir, il n'est pas en plus, il est dedans. Il est avec. Quand vous mangez une pomme, vous ne dites pas, tiens, je vais manger la pomme, puis le plaisir. Vous mangez tout en même temps. Vous n'allez pas séparer les choses. Il y avait cette publicité des années 80 avec les édulcorants qui était le plaisir sans les calories. Alors là, c'est la plus grande hérésie qu'on puisse avoir en matière de nutrition. Il y a des hérésies dans d'autres domaines, mais voilà une hérésie. Le plaisir sans les calories. Comme si les calories, c'était mauvais et le plaisir, c'était bon. Mais non, les deux vont ensemble. Il faut manger les deux ensemble. Et le plaisir, il sert à quoi? Le plaisir, c'est un régulateur. Le plaisir, c'est ce qui nous pousse à manger. Et quand il est atteint, eh bien, on s'arrête de manger puisqu'il a été obtenu. Le plaisir est le régulateur.
Le plaisir, c'est celui qui va nous pousser à manger, et il va être entretenu aussi par le fait qu'on est attiré davantage par les aliments plus nourrissants. Et puis à un moment donné, lorsque on a eu ce plaisir-là, eh bien ça s'arrête, puisqu'on a satisfait nos besoins, on passera ensuite au mode pause jusqu'au repas suivant. Et donc ce plaisir, il est là comme un élément important pour la régulation, un peu comme celui qui va permettre de commencer et puis d'arrêter. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Sinon, on a l'impression que le plaisir, c'est une option facultative, comme si vous alliez chez le marchand de voitures et puis il vous dit, bah voilà, j'ai une voiture avec 4e roue en option. Bah non, 4 roues, c'est tout compris. Ce n'est pas quelque chose qui est séparé. Et le nutritionniste devrait aujourd'hui plutôt expliquer qu'il est normal, parce que les gens ont toujours des difficultés. Ils disent, oui, mais c'est embêtant, vous nous dites qu'il y a des aliments qui sont... Il ne faut pas en manger, parce que ce n'est pas bon. Mais justement, ça ne tombe pas bien, parce que c'est cela que j'aime le plus. Ah bon? D'accord. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est logique. Imaginez que les aliments les plus agréables soient les plus pauvres, les moins riches, qui est de l'eau, des fibres, puis éventuellement quelques autres petites choses. Bref, des légumes, c'est très bien les légumes. Moi, je suis absolument pour les légumes, c'est tellement bon pour notre santé, il n'y a pas de problème. Mais imaginez que ce soit ça. Si nous étions d'abord poussés à manger des aliments pas riches, parce que ce seraient les meilleurs, l'homme n'aurait jamais survécu. Donc il est naturel que nous soyons attirés vers les aliments riches, nourrissants. Qu'un enfant soit attiré plus par les aliments riches en protéines, c'est normal, il doit grandir. Qu'un adulte ou un enfant soit attiré par les aliments qui sont plus nourrissants et donc plus riches en calories, c'est normal, parce que si ce n'était pas le cas, il dépérirait. Donc en fait, il faut inverser les choses. Il faut comprendre que les aliments riches ne sont pas là pour nous faire du tort, ils sont là pour nous faire du bien, mais l'enjeu est d'apprendre à en manger avec plaisir et avec modération. Une des difficultés qu'on verra dans quelques instants, c'est que notre environnement alimentaire a beaucoup changé, donc c'est difficile. Ce n'est pas si simple, ce que je vous dis pourrait paraître quelque chose d'évident. Ça n'est pas si simple que cela. Et donc, le plaisir est important. Mais il est important aussi à d'autres degrés, c'est-à-dire que manger et donner à manger, c'est quelque chose qui est totalement inscrit dans un acte d'amour. Donner à manger à quelqu'un, c'est dire « je t'aime et je te fais faire ce qu'il y a de mieux pour toi ». Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et quand une mère cherche à donner à ses enfants ce qui est bon pour lui, eh bien, peut-être elle sera encline à lui donner des aliments qui pourraient ne pas être trop favorables si on en mangeait de trop. Mais en tout cas, dans cet acte alimentaire, dans l'acte culinaire aussi, dans la préparation des repas, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour. C'est-à-dire, je te donne quelque chose qui est bon pour toi parce que je t'aime, je te veux du bien. Et donc cette dimension de plaisir, elle n'est pas facultative, elle est vraiment totalement inscrite. Alors, bien sûr, les marchands, entre guillemets marchands, c'est pas péjoratif, se sont emparés de ça et vont peut-être cultiver excessivement ce côté séduisant. Et nous faisons attention de ne pas tomber dans la séduction qui nous est tendue parfois comme un piège. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit de donner sa juste place au plaisir alimentaire. Et puis il y a le réunir qui est extrêmement important, parce que si les aliments n'étaient pas agréables, on ne mangerait pas, bien sûr. Il y a des gens qui n'aiment pas manger, ils disent « moi, je n'aime pas, ça ne m'intéresse pas, je perds du temps ». Bon, d'accord, mais le plus souvent, les gens aiment manger. Et puis si le repas était un repas solitaire, ça se peut, il y a des monastères où on mange de façon solitaire, c'est pas facile, c'est une ascèse, mais on n'est pas tous amenés à cette vocation-là. Eh bien, si le repas n'était pas une occasion de partage, on n'irait peut-être pas manger ensemble. Le repas sert à ça. C'est vraiment quelque chose on le vit tous, tout le temps. Tout le temps. Quand vous invitez quelqu'un, vous n'allez pas lui dire « je vais t'inviter sur le seuil de la porte et puis on va parler debout ». Tiens, dans le Nord, viens prendre un café, une bistoule, comme on dit chez nous. Et puis, plus il y a affinité. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on ne connaît pas trop les gens, c'est le café. Quand on les connaît un peu plus, c'est dessert et café. Et puis, quand on veut faire connaissance, c'est aussi l'apéro. Puis parfois, quand on connaît un peu plus, apéro dînatoire. Et puis alors, le grand luxe, c'est tout.
tout compris. Hein. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, en fait, si on veut rencontrer les gens, il faut manger avec eux. Hein. Je le connais, j'ai mangé avec lui. Si vous avez mangé avec quelqu'un, vous le connaissez. Pourquoi ? Parce qu'il vous a raconté des choses. Et d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, quand vous êtes entre Français de notre pays, les gens adorent parler de l'alimentation. C'est le sujet, mais extraordinaire. C'est le sujet on parle d'alimentation pendant des heures au cours des repas. Un des drames que j'observe aujourd'hui, c'est que malheureusement, comme je le disais tout au début, l'alimentation est devenue source de division. Quoi, tu manges encore du lait? Tu ne savais pas que c'était dangereux? Quoi, tu manges de la viande? Tu ne crois pas que ça va détruire la planète? Quoi, tu manges encore du gluten? Mais c'est toxique. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème avec ces aliments. Attendez, hein, je ne suis pas en train de dire tout va bien, tout le monde doit manger. Voilà, non, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est simplement que malheureusement, ça peut devenir source de division et de conflit. Tous ces régimes d'exclusion, justifiés ou non, certains sont justifiés. Donc, en tout cas, manger sert à cela. Et quand il y a un livre qui a été écrit par un collègue sociologue qui s'appelle Crise, casserole et famille. C'est assez extraordinaire ce livre et qui raconte que quand le repas disparaît, la famille disparaît. S'il n'y a plus de repas, on ne se rencontre plus et on ne se parle plus. Donc il y a vraiment une finalité et ça c'est très important. Jacques Attali a fait un livre qui s'appelle L'alimentation. Notre alimentation, je ne sais plus exactement le titre, et il dit que manger sert à la conversation. Je trouve que c'est assez sympathique. Alors, il ne faut pas parler la bouche pleine, hein, on fera une petite pause quand même. Voilà. De sorte que nourrir, réjouir, réunir, on pourrait définir l'homme mangeur comme omnivore, gourmand et social. L'homme mangeur est un homme gourmand, omnivore, gourmand et social. Voilà les trois caractéristiques que l'on pourrait donner à l'homme mangeur, qui nous distingue quand même de l'animal, qui a sans doute aussi du plaisir à manger, mais cette dimension sociale, elle est très forte chez nous. Je rajoute souvent deux éléments à la définition de l'homme mangeur, hein, on ne se réduit pas à ça, mais qui est de dire que nous sommes des mangeurs intermittents, c'est-à-dire que nous ne mangeons pas tout le temps, nous mangeons à des moments précis, à table, et ça c'est un élément important, à un moment précis, non pas toute la journée. Donc le repas est vraiment le centre régulateur, et nous sommes des mangeurs intelligents, c'est-à-dire que nous avons, grâce à des générations qui nous ont précédés, transformé les aliments pour qu'ils soient encore plus comestibles, parfois trop agréable, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, la séduction peut être une menace, mais en tout cas, mangeur intelligent, donc on transforme, la transformation des aliments est importante. Hein. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, tiens, viens prendre un petit déjeuner demain matin à la maison, j'ai des grains de blé. Ah bon, vous avez des grains de blé? Ben oui, parce que tu comprends, il faut manger des aliments bruts, simples, etc. Le docteur Le Cerf, il l'a dit. Donc, ah non, mais quand même, on a le pain qui est un produit de transformation extraordinaire, qui a creusé notre civilisation. Donc ces dimensions-là sont tout à fait importantes parce que, en fait, quand on mange, je le disais tout à l'heure, on ne mange pas des nutriments, on mange des aliments, on ne mange pas des aliments, on mange des plats, on mange des recettes, on mange des souvenirs, on mange notre grand-mère. En fait, c'est ça qu'on fait quand on mange. C'est-à-dire que quand vous posez des questions aux gens, quel est ton plat préféré, dans 90% des cas, c'est le plat de la grand-mère ou de la mère. 90% des cas. Parce qu'en fait, ça évoque des souvenirs. Ce n'est pas moi vous connaissez la Madeleine de Proust, bien sûr, mais j'évoquerai plutôt Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue très connu, enfin qui est disparu maintenant depuis une vingtaine d'années, je pense, qui disait « Un aliment doit être bon à penser pour être bon à manger ». Et c'est vrai, c'est important, bon à penser, c'est-à-dire que cet aliment, il me dit quelque chose. Cet aliment, il me rappelle des gens, des souvenirs, des odeurs, des situations, et on aime bien en parler. On va en parler. Alors, vous voyez, tout ça conduit à ce que, finalement, si on veut avoir des discours de santé publique autour de notre alimentation, parce que c'est important, un enjeu de santé, un enjeu de société, c'est ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, il ne faut pas omettre cela, parce que sinon, ça nous passe au-dessus. Mais ils nous gavent avec leurs histoires. Voilà, on est... Alors, bien sûr, on va en tenir compte un peu, et globalement, les Français mangent plutôt de mieux en mieux que de moins en moins bien, sauf quand ils sont très pauvres. Mais... voilà, il faut vraiment prendre en compte toutes ces dimensions-là. Je pense par exemple à un aliment aussi simple que les bonbons. Tout le monde sait que les bonbons, il ne faut pas en manger de trop.
Et tout le monde dit, les bonbons, c'est pas bon. Mais personne ne le croit, puisque les bonbons, ils sont 2 fois bons. Bon. Donc ça fait vraiment, c'est impossible. Hein. Donc il y a un divorce, et les personnes sont toujours en conflit. Alors bien sûr, la situation la pire que j'ai expérimentée pendant des années comme clinicien à l'hôpital, à côté de mes activités à Pasteur, c'est pour les personnes en surpoids. Les personnes en surpoids sont en conflit, mais extraordinaire, avec leur alimentation. Déjà, elles sont en conflit avec leur corps, qu'elles n'aiment pas, parce qu'il n'est pas comme celui que la société voudrait qu'il soit, ou que l'hérédité leur a donné. Donc en conflit avec le bon Dieu, parfois, j'exagère, mais aussi en conflit avec les aliments. Cet aliment que je voudrais manger, je ne peux pas le manger, c'est pas bien, je l'ai mangé, je n'aurais pas dû, c'est très mal. Culpabilise, c'est tout un cycle infernal, et puis en conflit avec les autres. Parce que les autres, ils peuvent manger des choses que je ne peux pas manger. Et puis ils me disent que je devrais maigrir alors qu'ils ne voient pas tous les efforts que je fais. Et donc en fait, c'est insupportable. C'est insupportable. Et on voit très bien que le discours du PNNS, qui a des vertus, mais ça fait 20 ans, alors je respecte bien sûr le contenu, mais peut-être la façon de faire, ça fait 20 ans que tous les ans, ils disent il faut qu'on stoppe l'obésité. Tous les ans. Alors, cette fois-ci, ça y est, c'est juré, promis, l'obésité ne doit plus dépasser 12%. 3 ans après, l'obésité ne doit pas dépasser 15%. 3 ans après, l'obésité ne doit pas dépasser 20%. Mais à chaque fois, on recule parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les personnes qui sont en situation de surpoids ou qui ont des problèmes avec leur alimentation ne se retrouvent pas du tout dans ces discours qui sont des discours très, très négatifs, très culpabilisateur, excusez-moi. Et finalement, ça devient un peu contre-productif que de créer des interdits. D'ailleurs, on le sait en matière d'éducation, si vous dites à des enfants, moi j'ai eu des tas d'exemples, cet aliment, il ne faut pas... non, c'est très mauvais, d'ailleurs, je le mets dans le placard, là, tout en haut. C'est tout, si c'est cet aliment interdit, il est convoité, forcément, puisque c'est interdit, c'est que c'est bon. Puisqu'on me dit que je ne peux pas le manger, je vais avoir envie de le manger. Donc en fait, on voit très bien que ces discours ne passent pas. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par des collègues de Dijon, puisque c'est un grand centre de recherche en nutrition, qui ont montré que les discours sanitaires, je dis bien sanitaires, ne marchaient pas, ils étaient contre-productifs. Seuls les discours hédoniques marchent. C'est-à-dire, si vous dites à un enfant, cet aliment, bien écoute, il est vraiment, vraiment très bon pour ta santé, il faudrait que tu en manges un peu plus. L'enfant, il entend, ah, si on me dit qu'il est bon pour la santé, c'est peut-être qu'il n'est pas très bon. Donc, d'accord, j'ai compris. Et en fait, il a exactement la réaction inverse. Alors, tout ça, c'est compliqué. Je suis parfois un peu dans une conférence un peu schématique, un peu catégorique. On peut apporter beaucoup plus de nuances, bien sûr. Mais évitons les dogmes en matière d'alimentation. Et essayons d'adopter en fait ce triptyque que j'ai indiqué tout à l'heure, hein, de nourrir, réjouir, c'est-à-dire tenir compte aussi, écouter les sensations, écouter ce plaisir, écouter ces goûts qui nous parlent ici, un laboratoire d'analyse sensorielle, donc c'est formidable parce que ça déclenche tellement de choses en nous. Apprendre à manger avec plaisir des aliments riches fait partie du discours, même si ça peut paraître un peu bizarre. Ça ne veut pas dire qu'il faut en manger, c'est apprendre à les manger, apprendre à manger. Il y a tout un apprentissage. Mais on est mis en difficulté, j'en reparlerai dans un instant. Et puis, tenir compte aussi de cette dimension conviviale qui peut être parfois un peu incitatrice à manger plus. On sait, les études ont montré que quand on mange avec d'autres, on mange un peu comme son voisin. Hein, c'est-à-dire qu'on a tendance à, s'il se resserre, on va se resservir. Il y a une espèce d'entraînement qui est intéressant. D'ailleurs, petit conseil que je vous donne, ne regardez pas dans l'assiette de votre voisin en disant « toi, tu manges tout ça ». Et ne regardez pas dans mon assiette non plus si vous mangez avec moi en disant « quoi, tu manges ça ?» C'est toujours quelque chose. Il ne faut pas regarder dans l'assiette des autres, il ne faut pas regarder les autres parce que c'est comme ça que vous allez trouver que ce n'est pas juste, que ce n'est pas bien, qu'il ne devrait pas... voilà, hein, essayez de ne pas copier ou envier votre voisin. Alors, manger ensemble fait manger parfois plus, mais parfois c'est bien, parfois c'est très bien. Pour des personnes âgées, vous parlez des 70 ans de mes beaux-parents, c'était jeudi, juste 5 octobre 1953-2023. Manger ensemble pour des personnes âgées, c'est extraordinaire. C'est très très important.
Vous pouvez offrir le meilleur repas, mais si vous êtes avec d'autres, ça ira bien. Si vous êtes tout seul, ça ne sera pas la même chose. Et donc, ces dimensions sont intéressantes. Et moi, je les replace aussi peut-être avec 3 autres termes. L'assiette, la bouche et la table. C'est 3 éléments qui sont importants. L'assiette, parce que qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? La bouche, parce que beaucoup de choses passent par la bouche, et c'est très important. Je disais tout à l'heure, quand vous êtes privé de la bouche et que vous avez une sonde de gastrostomie, vous êtes quand même bien malheureux. Ce n'est pas évident. Et puis la table. La table, parce que c'est le lieu de la rencontre. Il y a une petite citation, le ciel est haut, la terre est basse, la bonne hauteur, c'est la table. Donc, on peut retenir ça. Et la bouche, je me suis dit, parfois, le prochain livre, il aura un titre, ce sera la bouche, à quoi ça sert? En fait, la bouche, c'est un organe incroyable, parce que personne n'en parle, mais il a 4 fonctions absolument fantastiques. La bouche, ça sert à manger, donc c'est quand même très, très utile. Et quand on est privé de la bouche et ce qu'il y a dedans, bien malheureux. Il sert à sourire aussi. Donc, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est beau, toujours. Toutes les personnes qui sourient sont belles, tout le temps. Ça sert à parler, c'est quand même utile, très, très important. Puis ça sert à embrasser, donc c'est quand même pas mal aussi. Donc, la bouche, je trouve que c'est un organe qui est un petit peu oublié. Et puis, la question peut-être qui va se poser, c'est peut-être pas tant de regarder le contenu de notre assiette, même s'il y a des choses à discuter. Tout à l'heure, peut-être vous poserez des questions sur les ultra-transformés, etc., sur le microbiote. J'ai fait l'impasse là-dessus parce que ça serait trop long. On ne peut pas dire que tout soit parfait dans le meilleur des mondes. Il y a encore des choses à améliorer, c'est sûr. Mais plutôt que de se focaliser sur l'assiette des gens, de dire « regarde ton assiette, c'est pas très bien, comment ça se fait, tu manges ça, tu devrais pas… » Bon, voilà. Peut-être on devrait se poser la question, non pas de l'assiette, mais du pourquoi de l'assiette. Pourquoi on mange ce que l'on mange? Et pourquoi il y a encore des problèmes sur le plan de l'alimentation? Aujourd'hui, les industriels, dans leur immense majorité, nous on travaille beaucoup avec les industriels, cherchent à bien faire. Franchement, voilà. Bien sûr, ils cherchent à vendre leur salade, entre guillemets, c'est normal, c'est leur métier, mais ils cherchent à bien faire. Il y a des améliorations à faire et le Nutri-Score a pu conduire à quelques améliorations, même s'il est parfois, à certains égards, peut-être discutable sur d'autres points, mais voilà. Le problème, c'est plutôt pourquoi nous mangeons ce que nous mangeons. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des personnes qui prennent du poids? D'ailleurs, petite remarque, les études récentes montrent assez clairement que depuis 40 ans, dans un pays comme les États-Unis, les apports alimentaires n'ont pas augmenté. Ils n'ont pas augmenté. Et l'obésité continue à augmenter. Alors ça peut être lié à la sédentarité, mais ça peut être aussi lié à beaucoup, beaucoup d'autres facteurs. Autrement dit, vouloir toujours tout mettre sur l'alimentation est aussi une erreur. Même si moi, mon métier, c'est l'alimentation et la nutrition, c'est aussi une erreur. Attention, parce qu'on finit par stresser, on a des discours qui sont pas tout à fait, qui sont pas acceptables. La vraie question qu'on doit se poser quand même, puisque l'obésité continue à évoluer, par exemple, même s'il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux, quand même, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a encore des difficultés? Et je les recense comme les perturbateurs de notre comportement alimentaire, parce que notre comportement alimentaire est merveilleusement régulé par le plaisir et le réunir dont je vous ai parlé tout à l'heure. Assis à table pendant un certain temps avec d'autres, c'est un très bon régulateur. Les 3 bons régulateurs de notre prise alimentaire, c'est l'activité physique, qui est un excellent régulateur, le plaisir, qui est un très bon régulateur aussi, et la table, qui est un très bon régulateur aussi, parce que la table, ça veut dire qu'il y a un début et une fin. Et quand il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Si on ne sait pas quand est-ce qu'on commence à manger, quand est-ce qu'on va s'arrêter, puisqu'on n'a jamais commencé. En fait, il n'y a jamais eu de début. Aux États-Unis, qui est quand même le pays phare en matière de bêtises alimentaires, eh bien, on voit très bien qu'ils ne font plus de repas. Ils mangent tout le temps. Comme on dirait dans le Nord, ils mangent tout dit. Ils mangent tout le temps. Donc, le fait qu'il y ait en permanence une prise alimentaire et des désordres sur les rythmes. Et donc, les perturbateurs alimentaires, de comportement alimentaire, je les ai recensés un peu de façon comme ça, une liste à la Prévert. L'abondance alimentaire. Oui, l'abondance alimentaire, ça peut être un problème. Quand il y en a beaucoup à manger, imaginez-vous dans un
un centre de vacances all included, hein, buffet à volonté, et même parfois boisson à volonté. Bon, voilà, l'abondance alimentaire conduit à surmanger. Mais aussi d'autres perturbateurs, la déstructuration des repas. Quand il n'y a plus de repas, quand est-ce qu'on s'arrête, puisque ça n'a pas commencé, je vous le disais il y a un instant. Le problème des rythmes et le problème du déficit du sommeil. Par exemple, dans l'épidémie d'obésité, le déficit du sommeil joue un rôle très important. La perturbation liée aux écrans, aussi quelque chose qui est important. Et quand on est devant un écran, on ne fait plus attention à ces sensations alimentaires, qui sont un élément de régulation. Le stress, bien sûr, tout le monde est pareil. C'est-à-dire que manger apaise, manger fait du bien. Mais parfois, quand on est tellement stressé, on cherche à se faire du bien tout le temps en mangeant. Et c'est vrai que quand vous êtes stressé, vous mangez un gâteau, vous dites « Ah, ça va mieux ». Bon, le problème n'est pas résolu, mais vous vous sentez un peu mieux. Et donc, le stress, notamment ce qu'on appelle le stress social, qui est un mal de société très, très important aujourd'hui, les gens qui ne se sentent pas valorisés vont avoir tendance à surmanger. Le régime, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un gros, gros problème. Le régime pose des problèmes gigantesques parce que les gens ils ne savent plus du tout ce qu'il faut manger. Le tabac vous pose un problème. Le tabac est probablement à l'origine de l'épidémie d'obésité pour une petite part, pas tout, parce que quand vous fumez, il faut arrêter, puisque tout le monde le dit, et c'est vrai, il faut arrêter. Mais quand vous arrêtez, vous grossissez, et quand vous grossissez, vous dites, je vais refumer. Et puis quand vous refumez, vous ne maigrissez pas parce que vous vous dites, je croyais que j'allais maigrir parce que j'ai grossi quand j'ai arrêté, donc je croyais que j'allais maigrir. Eh ben non, et donc vous refaites, voilà, et vous rentrez dans un cercle vicieux, c'est un facteur d'obésité, sans compter que le tabagisme pendant la grossesse favorise le petit poids de naissance, qui favorise l'obésité ultérieure. Les injonctions, peut-être, fais ci, fais pas ça, etc. La solitude, on en a parlé aussi, qui conduit à manger un peu n'importe quoi, hein, parce qu'on n'a pas le temps de préparer, on va se faire livrer par Uber, machin, etc. Bon, très bien. Les pizzas à domicile qui font 1200 calories la pizza. Pour 100 grammes, évidemment, ce n'est pas 1200 kilocalories, mais pour une pizza, ça fait ça. Hein. La sédentarité qui fait manger, hein, puis quand on bouge, on régule beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est un problème de société. La taille des portions aussi. Vous voyez, tout cet inventaire absolument important, mais le vrai problème, malgré tout, aujourd'hui, on se rend compte, parce que tout ça peut aussi être un peu angoissant. Finalement, j'ai dit qu'il ne fallait pas être angoissé, puis je fais une liste qui est angoissante. Un des vrais enjeux, ce n'est pas tant la connaissance. Les gens savent 5 fruits et légumes par jour, mais les gens ont du mal à se les acheter. Il y a un problème économique, et qui s'aggrave malheureusement. Nous, quand on fait nos études, là, on fait une étude sur diabète et précarité. En ce moment, on recense 2200 personnes qu'on enrôle dans une très grande étude épidémiologique. Il y a un lien très fort, plus 33% de diabète chez les gens précaires. C'est tout à fait important, parce qu'en fait, il y a un problème économique derrière. Donc ça c'est une réalité, de sorte que le curseur se déplace. Les questions de nutrition, finalement, elles deviennent quand même des questions de société, des questions politiques. Alors, qui maîtrise l'inflation, qui maîtrise la pauvreté? Sans doute, je n'ai pas du tout les réponses. En tout cas, s'intéresser au pourquoi de l'assiette, c'est peut-être important. Vous savez, ça me fait penser à cette histoire, on dit le sot est celui auquel on montre la lune, regarde le doigt, regarde, et puis il regarde le doigt. Mais non, je te montre la lune. Hein. Voilà, donc plutôt que de regarder l'assiette, il faudra peut-être regarder le pourquoi de l'assiette. C'est ce que je vous disais. Et puis, quand même, on va replacer les choses à leur juste place. C'est-à-dire que la santé est un bien précieux, c'est un capital qui est inégal. Hein. On n'est pas tous dotés des mêmes chances dès le départ. Il y a des tas de raisons d'avoir des démarrages difficiles. Mais cette inégalité, c'est une réalité liée à des facteurs génétiques, à toutes sortes de choses. Elle justifie en fait que nous soyons tous différents et à alimentation égale, on n'a pas du tout les mêmes effets les uns les autres. Ça, c'est très important. Pas uniquement d'ailleurs à cause de la génétique, aussi peut-être à cause du microbiote, qui lui-même dépend de facteurs multiples, y compris les premiers instants de la vie. C'est-à-dire qu'au moment où l'enfant naît, quand il naît par voie basse, par la filière utérovaginale, comme on dit dans notre jargon, eh bien, il va se contaminer avec le microbiote de sa mère. Et s'il ne se contamine pas avec le microbiote de sa mère, mais avec le microbiote de la salle d'opération de la césarienne, il n'a pas du tout le même microbiote. Et c'est un capital qui sera différent
Donc ce capital génétique, ce capital microbiote, l'allaitement maternel est aussi un facteur très important pour avoir un bon microbiote. Bref, on est tous différents parce qu'on n'a pas le même microbiote, pas la même génétique, et l'alimentation n'aura pas les mêmes effets chez les uns et les autres. Quand je parle du microbiote et de la génétique, je parle aussi, j'englobe l'épigénétique et tous les événements qui se passent dans les 1000 premiers jours. On vient de faire un colloque que j'ai organisé là-dessus. C'est très, très, très important. Très, très important. Mais pas que l'alimentation, l'environnement, les perturbateurs endocriniens, mais aussi le stress maternel, beaucoup d'autres choses qui impliquent, bien sûr, une dimension à nouveau sociale et sociétale. Et puis, notre santé, elle dépend bien sûr d'événements. On traverse des épreuves, et puis des accidents, toutes sortes de choses. Elle dépend aussi, bien sûr, beaucoup de notre mode de vie, c'est clair. Et nous, on a axé, dans le centre que je dirige, on a axé nos efforts sur 4 vecteurs importants, 4 facteurs importants du mode de vie, le stress, le sommeil, l'activité physique et bien sûr l'alimentation. Simplement pour dire que l'alimentation fait beaucoup, mais elle ne fait pas forcément tout, même si bien manger, c'est mettre plus de chance de son côté. Mais on parle de chance ou de malchance. Bien manger, c'est mettre plus de chance de son côté. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout. Quand on parle de risque, ce n'est qu'une probabilité. Et faisons attention à l'interprétation des risques. Par exemple, je ne vais pas du tout défendre les additifs alimentaires et les émulsifiants. Je voyais une étude qui est faite par mes collègues de Nutrinat hier, qui était intéressante sur les effets des émulsifiants sur le risque cardiovasculaire. Et ils trouvaient une augmentation statistiquement très significative de 4% du risque maladie cardiovasculaire chez les gens qui consomment plus d'émulsifiants, ce qui n'est pas très bon de consommer beaucoup d'émulsifiants. Mais 4%, c'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible. Si vous regardez par exemple le travail de nuit chez les gens, le travail de nuit multiplie par 400% le risque cardiovasculaire. 4%, 400%. Il faut replacer les choses où elles le sont. Donc attention quand même à interpréter et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour bien manger? C'est aussi la question qu'on me pose toujours. C'est pas si simple que ça. En fait, tout le monde a un avis. Et c'est normal, parce que vous êtes tous, comme moi, des mangeurs. On est des mangeurs, on a quelque chose à dire sur l'alimentation. On a tous une expérience alimentaire. Moi, j'aime ci, j'aime pas ça. Quand j'ai mangé ci, ça n'a pas été, etc. Donc ça, c'est très bien. On pourrait dire qu'on a 68 millions de nutritionnistes en France. À peu près. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait quand même essayer de dire? Alors, parfois on me dit, tu vas nous dire quelle est la bonne alimentation. Moi, j'ai changé de registre, je ne parle plus de bonne alimentation, parce que quand on parle de bonne alimentation, ça veut dire qu'il y a des bons aliments et qu'il y a des mauvais aliments. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Soit c'est des aliments, soit ce n'est pas des aliments. Soit ils sont mangeables et comestibles, soit ils ne sont pas mangeables et pas comestibles, ce n'est pas des aliments. Donc, bons et mauvais aliments, je ne connais pas. Je ne connais absolument pas. Le saucisson, c'est un très bon aliment. Ce qu'il faut, ce n'est pas manger un mètre de saucisson, comme j'ai vu dans une station-service il n'y a pas longtemps. C'était assez rigolo, un mètre de saucisson. Donc, évidemment, quand on a un mètre, on va le finir, ce saucisson. Hein, on ne va pas faire autre chose. Hein. Donc, et puis aussi, je me dis parfois, quand on parle de mauvais aliments, quand même... On va parler aussi de mauvais mangeurs, quand même. Ils ne devraient pas manger ce mètre de saucisson. C'est pas bien. Hein. Bon, je parle l'exemple du saucisson parce que c'est rigolo. Mais... Et donc, du mauvais mangeur, du mauvais aliment, on passe au mauvais mangeur. Et en plus, il est gros, comme me disait un petit patient il y a quelques temps. Il se trouve dans la rue et il mange une glace. C'était un monsieur qui était gros, mais il mangeait une glace. Bon, voilà, il a le droit de manger une glace. Il ne faut pas qu'il en mange de trop, pas tous les jours, je ne sais pas s'il mange souvent, enfin bref. Et puis il croise une maman avec son enfant, et puis l'enfant dit à la maman, « T'as vu, monsieur, il est gros !» Et la maman elle dit, « Et en plus, il mange une glace. » Et en plus, il mange une glace. Donc on passe du mauvais aliment au mauvais mangeur. Mais demain, ça sera le mauvais malade. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et demain, ça sera mauvais citoyen. Il faudra le faire payer. C'est sûr. Quand même, vous ne savez pas tout ce que vous avez mangé. Quand vous passerez votre caddie dans quelques années, on vous scannera combien vous pesez, combien vous mesurez, pour combien de personnes de la famille. Oh là là, vous avez 10 000 calories, non, allez hop, taxé. Donc moi, je ne suis pas du tout favorable à ça. Alors, qu'est-ce qu'une bonne alimentation? Je parlerai d'une alimentation qui est bonne. Je préfère parler d'une alimentation qui est bonne. Une bonne alimentation, c'est une alimentation bonne pour ma santé, pour les autres, pour la planète. Tout ça, c'est intéressant. Alors, il y a trois règles, je regarde ma montre pour ne pas dépasser. Il y a 3 règles qui sont simples. Encore une fois, je me dis pourquoi on fait des études pour dire des choses aussi simples. La première, c'est que
il n'y a pas d'aliment parfait. Donc, le corollaire de ça, pas très savant, c'est de dire qu'il faut manger varié. Alors, de tout, comme disait votre grand-mère ou ma grand-mère, mais de tout, ça ne veut rien dire. Dans une grande surface, il y a 18 000 aliments différents. Sur la planète, il y a 1 million d'aliments différents. On va manger de tout, ce n'est pas vraiment de tout, mais c'est manger varié. Alors, il y a quand même un aliment parfait, quand même, il faut le dire, un aliment, mais il n'est pas facilement disponible, sauf pour le petit jusqu'à 6 mois, les maternelles. Mais après 6 mois, fini, privé, hop, sevrage. Donc, il faut manger varié. Deuxième règle, la première est plus importante, mais la deuxième est très importante aussi. Donc, les deux sont très importantes. Il n'y a pas de mauvais aliments. Qu'est-ce qui est mauvais alors? C'est les excès. Bien sûr, c'est les excès. Les excès de quoi? Les excès de n'importe quoi. Si vous mangez trop de saucissons, si vous mangez trop de patates, trop de frites, trop de mayonnaise, trop d'huile, trop de tout ce que vous voulez, c'est pas bon. Trop de lait même, pourquoi pas? Même à la limite, trop de légumes. J'ai mal au ventre, je mangeais trop de légumes, 1 kilo de légumes, parce qu'on m'a dit que je mangeais. Oui, non, ça va pas. Donc les excès, c'est ça en fait. Donc il n'y a pas de mauvais aliments. Non, il n'y a pas de mauvais aliments, je l'ai dit. Ça, c'est important, donc la modération. Tous les aliments ont leur place, mais avec modération, et avec plaisir, et avec variété. Et troisième règle, il n'y a pas d'aliments indispensables. Ah bon? Je croyais que l'eau, c'était indispensable. Oui, l'eau est indispensable, H2O, mais si vous voulez vous hydrater en buvant des tisanes, un peu de thé, un peu de café, pas trop d'alcool, attention, du lait ou un jus de fruits, vous aurez peut-être votre capital hydrique. Donc en fait, il n'y a pas d'aliments indispensables. Seuls les nutriments sont indispensables. Les nutriments sont indispensables. Mais ce n'est pas parce qu'un aliment n'est pas indispensable qu'il n'est pas utile. Les aliments, il n'y en a aucun qui est indispensable, mais tous sont utiles. Pourquoi? Ils ont tous des fonctions. Mais le sucre en morceaux... je suis désolé. Le sucre en morceaux, ça sucre votre café. Je n'ai pas dit qu'il fallait en manger, mais mettre dans votre café. Et puis après tout, à un moment donné, moi je suis atteint d'hypoglycémie en fin de matinée, c'est bientôt l'heure. Sucre. Je ne vais pas mourir instantanément après avoir mangé un morceau de sucre. C'est pas direct, c'est pas tout de suite, c'est pas dans la minute qui suit. Donc, les aliments, il n'y en a pas qui soient indispensables, mais tous sont utiles. Tous sont utiles. Alors, il y en a certains qu'il faudra modérer, les deux premiers. C'est comme moi, par exemple, je ne suis pas indispensable, mais je suis utile. Mais vous aussi. Vous n'êtes pas indispensable, vous êtes utile. Heureusement. Parce que s'il n'y avait que des gens indispensables sur Terre, on pourrait supprimer plein de gens, quand même. Donc, et heureusement, on ne supprime personne parce qu'on est tous utiles. Alors, une alimentation bonne, c'est quoi? C'est une alimentation qui est respectueuse de beaucoup de choses. Respectueuse d'abord des aliments. Ça me semble intéressant de respecter les aliments. Parce que les aliments sont le fruit du travail des hommes. Parce que ces aliments, ils ont une valeur. Parce que ces aliments, ils ont été le fruit de milliers d'années d'amélioration de la qualité. Puis parce que ces aliments, ils viennent de quelqu'un qui les a cuisinés, mais aussi transformés, mais aussi produits, mais aussi fabriqués. C'est important de respecter les aliments. Peut-être d'ailleurs, ce respect des aliments va nous conduire à les apprécier mieux à leur juste valeur. S'il y en a trop, si on ne fait pas attention, c'est important de respecter les aliments. Mais à travers le respect des aliments, on va respecter ceux qui ont produit les aliments. Ça aussi, c'est une belle valeur. On a l'impression que c'est facile, c'est abondant. Non, non, je pense que c'est important. Une alimentation bonne, c'est une alimentation qui a du sens. Trouver du sens, j'en ai parlé tout à l'heure, cet aliment, il me parle, parce que tous les aliments nous parlent, ils sont bavards, ils nous disent quelque chose. Et le sens, c'est aussi le sens du partage. Donc, une alimentation bonne, c'est une alimentation qu'on partage, parce qu'on va manger ensemble, mais aussi parce qu'on fait attention à ce qu'il y en ait assez pour tout le monde. Donc, il y a tout un aspect éducatif, pédagogique qu'on a aussi quand on a des enfants et qu'on veut leur apprendre à bien manger. Partage, regarde s'il y en a assez pour les autres, prends pas tout pour toi. Toutes ces choses-là, c'est important. Et puis, peut-être encore une autre valeur, une belle valeur, c'est la gratitude, c'est le merci. C'est le merci tout simple. Parce que on a la chance de manger. On ne s'en rend pas compte, mais tout le monde n'a pas la chance de manger. Ce merci, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience. J'ai des amis psychiatres qui disent oui, alors il faudrait être conscient de ce qu'on fait quand on mange. Et donc, quand on mange, moi je propose, on était à table avec des amis psychiatres, sociologues, psychanalystes, tout ça, et puis ils disent bon, allez, on va se recueillir quelques instants. Comme ça, on va bien être en pleine conscience de ce qu'on va manger.
Ah ben je dis, c'est très bien, c'est exactement le bénédicité, exactement ce qu'on fait quand on veut manger ensemble à table et qu'on veut partager et bénir le repas. C'est ce que je faisais, c'est ce qu'on fait, c'est ce que vous faites peut-être. Cette gratitude, elle nous met en présence des aliments de façon différente et finalement, elle est aussi bienfaitrice dans notre relation à la nourriture. Et c'est ainsi qu'on pourra, recevoir la joie. En fait, la différence entre le bonheur et la joie, j'ai un peu réfléchi là-dessus, mais peut-être je ne suis pas un grand philosophe. Le bonheur, c'est une quête, on cherche toujours. Et la joie, elle se reçoit, elle nous est donnée, en quelque sorte. Hein. Donc, il y a une citation qui est assez sympathique. Hein, le plaisir se ramasse, le bonheur se cultive, et la joie se cueille. Donc, la joie, elle est reçue. Voilà, hein, c'est différent, les 3 degrés. Je terminerai pour dire une alimentation qui a du sens et aussi une alimentation qui est donc respectueuse, avec une certaine sobriété. C'est peut-être le meilleur outil pour lutter contre le gaspillage, c'est quand même un scandale, hein, et c'est vrai qu'il faut qu'on en soit conscient. Et une alimentation doit être aussi bonne pour la planète, on en est tous conscients aujourd'hui, c'est important. Et donc il y a, découle de cela des aliments locaux, de saison, pas trop transformés, mais pas non plus toujours bruts, je vais donner l'exemple. Bio si on peut, méditerranéen aussi, parce que c'est un mode alimentaire qui est parcimonieux, qui est assez sobre, qui est un peu frugal, hein, des aliments qui ont ces qualités-là, et puis qui sont aussi le reflet de ce que les producteurs ont produit, sans opposer les uns et les autres, sans opposer le végétal et l'animal. Aujourd'hui, on oppose tout, on devrait arrêter de tout opposer, on a plutôt travaillé ensemble. De même pour, je ne suis bien sûr pas agronome, mais je suis membre de l'Académie d'agriculture de France, on travaille beaucoup sur une agroécologie scientifique. Bien sûr, il faut allier les deux. On a parlé tout à l'heure du high-tech, il faut allier les deux. L'écologie doit aussi s'enrichir de la science, et la science doit s'enrichir du bio. Ben, c'est évident, il faut que les deux travaillent ensemble. Voilà un petit peu ce que c'est qu'une alimentation bonne. Hein, bonne pour moi, bonne pour les autres, bonne pour la planète, bonne pour toutes ces valeurs. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas d'être heureux, c'est important. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à me rejoindre. Donc, merci. C'était vraiment extrêmement intéressant. Puis en plus, il y avait plein d'exemples qui venaient ponctuer votre conférence. Alors, il y a certainement des questions dans la salle, peut-être dans le chat. Néanmoins, j'en avais une ou deux avant de démarrer. Donc, on a parlé d'alimentation saine. Quand on a préparé cette matinée, on avait d'ailleurs évoqué le terme orthorexie, qui est l'obsession de l'alimentation saine. Est-ce que ça pourrait être une idée fixe du futur ? Alors, oui, c'est vrai, parfois je me dis qu'on est une société qui pourrait devenir un peu orthorexique, c'est-à-dire craindre, trier, scruter avec inquiétude. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger la composition des aliments, être attentif à ce que les ingrédients soient aussi ajustés pour qu'il y en ait le moins possible et qu'ils soient le plus utile sans inconvénient. Donc il ne s'agit pas de dire ne regardez pas, mais l'orthorexie, c'est un trouble psychologique, ce n'est pas vraiment une maladie, mais c'est un trouble psychologique qui, d'une part, va vous donner beaucoup d'inquiétude, hein, beaucoup d'angoisse, donc vous allez trier, et puis ça va vous couper des autres aussi, parce que vous ne pouvez pas manger avec les autres, puisque les autres mangent des choses qui vous inquiètent. Donc voilà, c'est un trait qui est un peu alimenté par certains discours ambiants tels que j'ai pu un peu les mettre en avant de façon parfois un peu caricaturale, mais c'est quand même quelque chose que je ressens, oui. Oui. Alors, ce n'est pas une maladie comme l'anorexie, qui est une maladie qui n'est pas une maladie alimentaire. D'ailleurs, l'anorexie est une maladie mentale, hein, d'origine complexe. L'orthorexie, c'est un trait de comportement.
Et alors une autre petite question, pareil par rapport à l'actualité, avec votre casquette de nutritionniste, qu'est-ce que vous pensez de l'engouement autour du jeûne ? On entend parler sans arrêt, le jeûne intermittent, le jeûne ci, le jeûne ça. Voilà, donc ça m'interpelle de vous poser cette question. Ouais, je fais une conférence là-dessus à Clermont-Ferrand jeudi, donc ça elle dure 3 heures. En fait, si vous voulez, le jeûne est d'abord quelque chose qui a une dimension spirituelle. Dans toutes les grandes religions, l'homme a cherché à se détacher un peu de son enveloppe corporelle pour se tourner vers les autres et vers le tout autre. Chez les chrétiens, le jeûne est toujours associé à l'aumône et à la prière, toujours. Chez les musulmans, c'est aussi à peu près la même chose. Donc voilà, le jeûne a cette signification-là. Le jeûne contemporain, lui, c'est un jeûne centré sur soi. Donc c'est une différence, moi, je m'occupe de moi, nombrilisme. Bon. Ceci étant, le jeûne en soi peut être considéré comme quelque chose qui nous éveille quand même à la conscience du corps, nous éveille quand même au risque de gaspillage, de manger trop, la société d'abondance, etc. Et donc, il y a une certaine ascèse. On peut pas dire que ce soit une mauvaise chose. Maintenant, le jeûne comme élément de santé, moi, ça m'embête un peu, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens ils disent bien manger, c'est ne pas manger. Non, bien manger, c'est apprendre à manger. Et donc, le jeûne peut avoir sa place. Vous pouvez jeûner 1 jour par semaine, il y a des gens qui le font, pour des raisons qui sont spirituelles le plus souvent, c'est très bien. Quels sont les bénéfices santé ? Il n'y a pas de bénéfices santé établis sur un jeûne court. Sur un jeûne prolongé, il y aura des effets santé très importants. Mais les études qui sont faites depuis plusieurs années maintenant là-dessus ne montrent qu'il n'y a pas de guérison possible avec un jeûne prolongé sur des maladies de façon objective. Donc ça, c'est très important. Et notamment dans le cancer, le jeûne n'a pas fait sa preuve. Maintenant, le côté intermittent, c'est un peu différent. Le jeûne intermittent, c'est très compliqué, il y a plusieurs sortes, pas détaillées. Il nous éveille aussi au fait de l'importance des rythmes. Mais le jeûne intermittent n'a pas de propriété vraiment établie par rapport à une restriction continue. Et puis, il est... c'est pas une façon que nous devons adopter pour nous nourrir, si vous voulez. Le jeûne intermittent, il nous dit simplement « ne mange pas en permanence du matin au soir ». D'accord, ça on le savait. Ne mange pas la nuit, ça on le savait aussi. Après, il y a des tas de discours autour qui sont un peu pénibles. Il ne faut pas prendre de petit déjeuner. Moi, je dis toujours, chaque fois que vous avez des gens qui ont un discours sectaire, autoritaire et triste en matière d'alimentation, suivez pas. On les fuit. Merci. Alors oui, on a des questions dans la salle. Donc il y a un micro qui va circuler. Il y a une question là juste devant. Et oui. Et après, on prendra aussi une question du chat. Ok. Alors, le micro fonctionne. Allez-y, monsieur, présentez-vous et je vous invite à poser votre question. Oui, Raphaël Boutry, HI 75. Je voudrais rajouter une idée supplémentaire à une bonne alimentation. C'est qu'il faut satisfaire les 5 sens. C'est-à-dire, quand on arrive devant une belle table avec une nappe et des motifs, des belles assiettes, que toute la couleur s'arrange avec des beaux sièges, ça satisfait les yeux, ça donne envie de manger. Deuxième chose, évidemment, que tout le monde connaît, c'est l'odorat. Il faut que c'est une bonne odeur pour que ça attire. Troisième sens auquel on ne pense pas, c'est les oreilles. Parce que quand on fait venir un plat qui vient de sortir du four et qui crépite encore, ça donne envie d'en manger. Une assiette qu'on a mise au chaud avant de servir le plat, sentir l'assiette chaude, on se dit, mais ça ne va pas refroidir. Quatrième sens, c'est le toucher. Parce qu'entre un verre en plastique et un cristal taillé, mais avant de boire soit de l'eau, soit du vin, mais de sentir tout le cristal taillé dans la main avant de boire dedans, c'est autre chose. Et enfin, évidemment, ça doit satisfaire le palais. Voilà, vous avez tout à fait raison. Oui, c'est important. Oui. Les 5 sens. Oui. Tout à fait, je partage aussi. Alors, on a une question du chat de Monsieur Lartiche qui dit « Pourquoi Monsieur Le Cerf n'évoque quasiment pas le bio et les effets néfastes des produits phytosanitaires sur la santé ?» Voilà. Donc, je l'ai juste à citer à la fin parce que j'avais déjà beaucoup de choses
le temps était bien passé. Alors, sur le bio, il faut vraiment l'encourager pour la santé du sol, pour l'environnement et pour les gens qui travaillent ou qui vivent à proximité, notamment les femmes enceintes. C'est très très important parce qu'il y a vraiment des inconvénients de l'exposition directe aux pesticides. Donc moi, je suis favorable au bio. Par contre, sur la santé du consommateur, les études ne sont pas du tout claires. Et probablement, un discours excessif serait de considérer que si on mange des légumes et des fruits, notamment qui ne sont pas bio, c'est pas bien. Et moi, ça m'embête beaucoup pour deux raisons. La première, c'est que toutes les études sur les fruits et légumes qui ont été faites dans le monde entier depuis 40 ans montrent que 95% étant produits selon les méthodes conventionnelles, les fruits et légumes sont toujours associés à un bénéfice, malgré la présence de résidus de pesticides, parce que c'est vrai qu'il y a des résidus de pesticides. Et la deuxième raison, c'est plus, j'allais dire, ma fibre santé publique, c'est que ça pourra induire que, puisque seul le bio est bien, comme je n'ai pas les moyens, je ne vais pas en manger. Et donc, faire croire aux gens que manger des fruits et légumes qui ne sont pas bio, ce n'est pas bien, et conduire finalement à ce qu'on boude globalement la consommation de fruits et légumes. Donc il faut l'encourager, le bio, mais voilà, avec ces nuances. Et puis petit à petit, bien sûr, si on peut réduire encore plus la part des pesticides, puisque c'est vrai qu'ils ont un effet sur la santé du sol, c'est tout à fait établi, sur la santé des hyménoptères, les abeilles. J'étais la semaine dernière à un topo très intéressant à Avignon où ils ont identifié 1000 espèces pollinisatrices. C'est extrêmement intéressant. Donc, il n'y a pas que l'abeille mellifère. Et puis, pour la santé des personnes qui travaillent, bien sûr, qui sont exposées. Ceci étant, on est un peu surpris des résultats d'études Agrican, qui est une grande étude menée par la MSA, qui est une mutuelle agricole, sur 100 000 agriculteurs. Dans l'étude initiale transversale, les agriculteurs ont entre 20 et 40% de moins de mortalité de toute pathologie, sauf le mélanome malin. Donc, malgré qu'ils soient exposés, grâce à leur mode de vie, sans doute, ça va. Mais certains sous-groupes d'agriculteurs peuvent vraiment être atteints d'inconvénients. Et je répète, les femmes enceintes. Voilà. Donc, il faut aller vers du bio, sans pour autant considérer qu'en dehors de cela, c'est très dangereux de manger. D'accord. Et alors, je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit. Donc là, on parlait du bio. Tout à l'heure, vous avez évoqué les industriels qui sont à l'origine de produits ultra transformés. Et j'avais une question à vous poser lorsqu'on regarde différents reportages, notamment sur le sucre, où on voit qu'il y a des ajouts de sucre dans ces produits ultra transformés pour créer une addiction quelque part. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Alors, l'addiction au sucre, moi, je n'adhère pas à ce concept. Par contre, il y a des gens qui utilisent les aliments dans le sens d'une addiction comportementale et alimentaire. Mais le sucre n'est pas addictogène en soi. Je n'ai jamais vu, par exemple, de personnes qui me disaient, vous savez, je suis addict pour le sucre, j'ai mangé toute ma boîte de sucre béguin. Non, jamais. J'ai toujours vu des gens qui me disent, moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à me passer des pâtisseries, des gâteaux et des bonbons. Et là, quand je commence une plaque de chocolat ou un paquet de biscuits, je ne sais pas m'arrêter. Donc, autrement dit, c'est une addiction comportementale à l'aliment, mais pas au sucre saccharose tel quel. Par contre, vous avez raison d'insister sur le problème de la trop grande présence de sucre dans notre alimentation, c'est vrai. Et notamment, je n'en ai pas parlé parce que je ne peux pas tout dire, vraiment la problématique des boissons sucrées. Ça, c'est une vraie problématique. Il faut apprendre aux jeunes, aux adultes aussi, à ne pas boire de boissons sucrées à table et ne pas en boire entre les repas. Comme ça, les choses sont plus claires. C'est ni à table, ni entre les repas. Sauf exception exceptionnelle. Non, parce qu'il y a vraiment un lien fort. L'excès de sucre pose vraiment des problèmes, vous avez raison. Actuellement, quand même, grâce au Nutri-Score, même si j'ai dit tout à l'heure que certains aspects pouvaient être plus discutés,
la plupart des industriels cherchent à réduire un petit peu la présence de sucre, et c'est plutôt une bonne chose. Sur le plan de la santé, le sucre n'est pas un mauvais nutriment, bien sûr, mais l'excès de sucre pose vraiment des problèmes. Comme tous les aliments. Oui, comme tous les aliments. Vraiment. Expliqué. Et on s'est beaucoup focalisé sur les graisses pendant des années. Alors maintenant, on revient. Donc, vous savez, dès qu'on a des discours excessifs, on se rend compte que ce qu'on disait autrefois était excessif à la lumière des études aujourd'hui. Donc, moi, je donne toujours comme recommandation prudence, nuance, modestie en matière de discours alimentaire. D'accord. Et je rebondis simplement, et justement sur ces industriels qui ultra-transforment les produits. Alors, l'ultra-transformation, c'est un vrai problème, effectivement. Mais c'est compliqué, l'ultra-transformation, parce que c'est une classification qui a été construite par un Brésilien qui s'appelle Monteiro, il y a une quinzaine d'années à peu près, sur la base de l'alimentation américaine, sud-américaine. Et donc, il a créé une classe qui s'appelle la classe des ultra-transformés, la classe 4, mais qui est quand même un fatras d'aliments extrêmement diversifiés. Ça va de la confiture en passant par les yaourts aux fruits et en passant par les barres de céréales ou les barres pour sportifs. Donc, il y a vraiment... Voilà. Il a quand même mis le doigt sur le fait qu'il n'y avait pas que la composition nutritionnelle, il y avait effectivement la déstructuration, l'ajout, les additifs, la transformation excessive qui conduit à des molécules indésirables ou à des modifications métaboliques ou à des modifications sur la digestibilité, sur l'index glycémique, enfin toute une série de choses. Ça, c'est très intéressant. Mais quand on regarde aujourd'hui avec sa classification, 40% de ce que nous mangeons, vous, moi, etc., aujourd'hui français, est dans la classification ultra transformée. Donc, ce n'est pas possible. Je veux dire, il faut revoir un petit peu cette affaire-là. Mais on a intérêt à aller vers une alimentation plus simple, d'aliments plus bruts, mais pas ultra bruts, attention quand même, hein. Les grains de blé au petit déjeuner ou les graines de lin tous les matins, vous allez vous engaver, vous allez avoir mal au ventre. Le lin, c'est bon pour les porcs, c'est moins bon pour nous. Hein. On a quand même intérêt à être attentif. Alors, là, je dois faire un topo bientôt pour Aquimer, qui est le pôle de compétitivité de Boulogne-sur-Mer, que vous connaissez, j'imagine. Ils m'ont demandé de travailler sur les substituts végétaux de poissons. J'ai regardé les substituts végétaux de poissons. Tout le monde dit qu'il faut manger végétal. Mais il y a végétal et végétal. Il y a jusque 23 ingrédients différents pour réussir à faire manger des machins qui sont faits avec des produits végétaux qui sont... Voilà. Donc là, je vais dire, c'est une déviation du végétal ultra transformé. Donc les choses sont jamais aussi simples. Le végétal, oui. Que du végétal, non. Je ne suis pas du tout pour une alimentation végane. Plus de végétal, oui. Mais pas n'importe quel végétal. Et donc l'ultra-transformation guette effectivement un certain nombre de produits substituts végétaux. Merci. Une question, allez-y, monsieur. Avec le temps, est-ce qu'il y a une évolution de la sensibilité de la population aux allergènes? Alors, il y a plus d'allergies, ça c'est sûr. Les causes sont multiples. Il y en a un très grand nombre. Je vais les énumérer. Peut-être certains évoquent un excès d'hygiène. Par exemple, il y a moins d'allergies chez les enfants qui sont élevés dans les fermes. Une plus grande proximité avec des allergènes tôt. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le surpoids, l'obésité en particulier, est associé à un risque accru de maladies allergiques, par exemple de l'asthme. C'est très, très, très établi. Troisième chose, les modifications du microbiote, très, très, très important, qui sont liées eux-mêmes à des tas de mécanismes. Et en particulier, beaucoup d'études ont montré que l'accouchement par césarienne, l'absence d'allaitement maternel, qui sont quand même très forts par rapport à ce que c'était avant, augmente le risque d'allergie ultérieure. Quatrième chose, ou cinquième, des aliments nouveaux. Par exemple, il n'y a pas d'allergie à la viande dans nos pays. C'est absolument rarissime. Il n'y a pas d'allergie au riz en Asie. Mais si vous introduisez des noix du Brésil en France, vous aurez des allergies. Et donc, les aliments nouveaux. Après, au niveau de l'ultra-transformation, ça n'est pas encore établi. Curieusement, je vais vous décevoir, il y a plus d'allergies avec certains fruits bio. C'est curieux.
mais ça a été bien établi aussi. Sans doute parce qu'il y a des modifications de certains épitopes qui sont en fait les parties des protéines. Mais je ne vais pas le mettre dans l'augmentation d'épidémie des allergies. Donc voilà toute une série. Alors, il y a peut-être aussi des pseudo-allergies. Il y a aussi le fait que, mais là c'est un biais qu'on peut avoir pour toutes les pathologies, c'est qu'on est plus attentif, on dépiste mieux, on va plus souvent chez le médecin, et donc ça peut expliquer un peu. Mais globalement, il y a un peu plus d'allergies. J'ai donné les quelques grandes pistes qu'on a pour expliquer cela. Merci. Alors, une question du chat. Comment le manque de sommeil ou le stress, physiologiquement, peuvent agir sur l'alimentation? Oui, en l'occurrence sur l'obésité, vous en avez parlé tout à l'heure. En fait, toutes les études montrent depuis maintenant une quinzaine d'années que le déficit du sommeil chez les enfants, mais après on l'a découvert chez les adultes aussi, est associé à une augmentation de l'obésité. Il faut savoir qu'on a perdu entre 2 et 3 heures de sommeil dans les 60 dernières années, à cause des écrans, à cause des modes de vie, à cause de beaucoup de choses. On est tous pareils, on se couche tard, il faut se lever tôt parce qu'il y a les modes de transport, enfin voilà, il y a toutes sortes de choses. 2 ou à 3 heures, c'est-à-dire que la moyenne actuelle est de combien par rapport Ça dépend des âges, mais par exemple, à l'âge adulte, 7 heures c'est très bien, 7 à 8 heures c'est bien, beaucoup de gens sont plutôt un peu plus bas. Pour les enfants, c'est entre 9 et 11 heures. Eh bien, beaucoup d'enfants sont plutôt entre 8 et 10. Ouais. Hein, donc, ça fait un déficit. Dans ce cas-là, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est pourquoi on se couche tard. On se couche tard peut-être parce qu'il y a les écrans. Les écrans vont perturber. Quand on se couche tard, on est dans son fauteuil, en train de regarder la télé ou un écran. Et quand on est dans notre fauteuil en train de regarder la télé ou un écran, à un moment donné, on dit « tiens, j'ai faim ». Et quand on dit « tiens, j'ai faim », à minuit, on ne va pas faire cuire des poireaux. Donc, on va manger des gâteaux. Donc ça, c'est aussi un effet indirect. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que les gens qui se couchent tard vont perturber leurs horloges biologiques. Et c'est très, très important. Les rythmes biologiques sont très, très importants. On est fait pour manger le jour, vivre le jour, dormir et ne pas manger la nuit. Et ça, c'est vraiment... Il y a des équipes à Pasteur qui travaillent là-dessus. C'est notamment Hélène Duez qui travaille beaucoup là-dessus. Et donc, il y a des modifications métaboliques. On a des gènes qui s'appellent les clock gènes qui sont calqués sur l'alternance veille-sommeil, jour-nuit. Et si les rythmes sociaux se décalent, les horloges ne fonctionnent plus bien. Et donc, il y a des modifications métaboliques. Après, plus concrètement, quand on ne dort pas beaucoup, on est fatigué. Et quand on est fatigué, on mange pour se défatiguer. Et quand on est fatigué, on bouge moins. Et donc, il y a aussi des modifications des hormones de la faim et du rassasiement. Donc, tout ça, ça fait ensemble. Et il y a aussi peut-être, alors moi, je ne suis pas un grand partisan de l'heure d'été. On est décalé de 2 heures par rapport au soleil l'été. Et ces 2 heures fait que le matin, on ne sait pas se lever. Et le soir, on ne sait pas se coucher. Et ça perturbe aussi. Tout le monde dit qu'il faut être écolo et tout le monde fait un dérèglement systématique par rapport à la nature, 2 heures par rapport au soleil pendant 6 mois de l'année. Ce n'est pas très logique d'un point de vue physiologique. Maintenant, quel est le poids de cette affaire-là dans l'épidémie d'obésité? Je ne sais pas. C'est vrai que ça a été déclenché en 1974 et que l'épidémie d'obésité a augmenté en 1974. Mais ce n'est pas très scientifique ce que je viens de vous dire. Et le stress? Le stress, si vous voulez, comme l'alimentation, c'est un vrai psychotrope, c'est-à-dire que nos aliments nous font du bien. Ils font du bien pour nous pousser à manger. C'est ça la finalité, quand même, heureusement. Si manger nous faisait du mal, on ne mangerait pas. Donc, ça nous fait du bien. Et donc, il y a des moments donnés où, quand vous avez beaucoup de stress, vous allez utiliser les aliments pour résoudre, alors pas résoudre les problèmes, mais apaiser. Et donc, les aliments qui sont les plus apaisants, c'est les aliments gras et sucrés, parce que c'est eux qui vont déclencher les endorphines, la sérotonine et les opiacés qui vont se lier à des récepteurs dans le cerveau. Et donc, on va être attiré... Alors, le prototype de l'aliment gras et sucré extraordinaire, c'est le chocolat. Le chocolat, c'est vraiment... Il n'y a pas plus antidépresseur que le chocolat. Mais bon, voilà. Alors, il y a d'autres raisons. Le stress social... Le stress social, c'est quelque chose qui est très répandu. Ça peut être familial, mais c'est souvent social, c'est au travail. J'ai beaucoup de responsabilités et j'ai peu de latitude. On m'en demande beaucoup et je ne suis pas reconnu.
Bon, vous voyez, il y a peut-être quelques-uns qui se retrouvent là-dedans. Donc, quand vous avez beaucoup de contraintes et peu de latitude, le stress social fait clairement modifier l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, fabriquer de la cortisone par notre surrénal et par le tissu adipeux et faire grossir. Donc là, vous liez un peu de science, en voilà. Merci, je suis ravie. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Oui, monsieur, juste... Ah, pardon, madame, je n'avais pas vu. Vous pouvez vous présenter et puis poser votre question. Oui, bonjour, Pauline Tombarello. J'ai une question, enfin j'en ai deux. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez des recommandations du PNNS qui sont un petit peu modifiées, qui ont été un petit peu modifiées ces dernières années? On va répondre à la première, voilà. Puis après, comme ça, vous allez pouvoir poser la deuxième. En fait, elles vont dans le bon sens. Elles sont issues des recherches que nous avons, enfin les recherches épidémiologiques qui sont faites. Il y a plusieurs. Est-ce que vous pouvez remettre dans le contexte le PNNS? Oui, PNNS, Programme national nutrition santé, qui dit 5 fruits et légumes, 4 légumes secs par semaine, une poignée d'oléagineux tous les jours, 2 produits laitiers, et des recommandations comme ça qui sont chiffrées en fréquence ou en grammes. L'inconvénient, si vous voulez, c'est ce côté un peu dogmatique. Ça me va pas trop. Mais vous n'aimez pas les dogmes? J'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup, non, parce que en fait, on est des êtres de complexité et je trouve que voilà, il faut pas que l'alimentation devienne un espace de non-liberté, même s'il faut encourager les gens à bien manger. J'ai toujours peur d'une déviation autoritaire, des dictates alimentaires, vraiment, vraiment. Il y a tellement une diversité, une complexité, voilà. Et donc, première chose, trop de dogmes. Parfois, ces dogmes ne passent pas. Les 5 fruits et légumes, tout le monde le sait, 99% des Français le savent, et la moyenne est à 2,5. On n'y est pas du tout. Ça ne sert à rien, sauf que ça fait rentrer ça dans la tête, mais les gens, voilà. Parfois, ils sont trop éloignés des réalités. Par exemple, on dit 4 fois par semaine des légumes secs. En fait, les gens en mangent 1 fois par mois. Donc, actuellement, on n'en est pas du tout là. C'est trop éloigné de notre vie concrète. Voilà, donc ils donnent des orientations qui sont bien. Il faudrait qu'ils y rajoutent aussi, peut-être, c'est jamais assez dit, la notion de variété, la notion de quantité, et la notion de plaisir, mais le plaisir, on va faire comme j'ai dit tout à l'heure, on va dire, ah oui, en plus, n'oubliez pas le plaisir. Mais non, mais il est dedans. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque un peu derrière ça, de sorte que ça ne passe pas toujours. Et puis, les 2 produits laitiers me semblent trop rigoureux. Il faudrait dire 2 à 3, car pour les personnes d'un certain âge et les femmes jeunes, les adolescentes en particulier, 3, ça serait mieux. Et il faudrait rajouter varié. À chaque fois, c'est varié. Donc, voilà. Mais le PNNS... il repose quand même sur des données qui sont intéressantes et qui sont vraies, mais il ne fait pas beaucoup bouger les lignes dans son ensemble. Il est utile pour que les nutritionnistes et les diététiciens parlent à peu près d'une même voix, à peu près, et que c'est un discours qui s'inscrit dans des preuves. Voilà, alors que les naturopathes ne sont pas scientifiques et ils ne vont pas s'inscrire dans ce domaine-là. Et vous aviez une autre question ? Oui. Oui, vous avez parlé de stress maternel. Je voulais savoir ce que c'était. Le stress maternel, c'est une maman qui vivra pendant sa grossesse des violences, des tensions, des cris. Ce n'est pas une violence physique, hein, forcément. C'est voilà, de l'angoisse. Et tout ceci a un impact tout à fait important sur ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que ça va modifier l'expression des gènes. Ça va modifier ensuite la traduction de l'expression de ces gènes. Et il y a des études qui montrent que les enfants qui ont été soumis à cela vont avoir un microbiote différent, vont avoir aussi un risque de certaines pathologies accrues. Donc, bien vivre la grossesse, la musique par exemple, les odeurs, manger varié. Les odeurs passent la barrière placentaire, être vraiment bien détendu, voilà, permettre au moment d'avoir une belle grossesse détendue, c'est important. Merci. Donc le rôle du père aussi est très important, on l'oublie toujours, ce pauvre père. Il est là quand même. Bien sûr. Et donc je suis étudiante en naturopathie et je vous rassure, quand on est bien formé, tout ce que vous avez dit ce matin me parle beaucoup et c'est exactement ce que j'apprends. Ouais, c'est génial, très bien. Il y avait une question devant. Merci. Alors monsieur avait une question devant, voilà, si vous pouvez vous présenter et poser votre question.
Oui, bonjour, Jean-Michel Larotte-Sarena, HEI 94. Alors, moi, ma question, c'est dans un repas, quand on mange à plusieurs, donc on ne mange pas à la même vitesse. Ah oui. Est-ce que la vitesse a une importance? Oui, c'est vrai que... Intéressant comme Alors, question. théoriquement, oui. C'est-à-dire que quand on mange vite, on mange plus. C'est curieux. Et quand on mange lentement, on mange plutôt moins. Manger lentement, ça ne veut pas dire traîner, ça veut dire prendre son temps pour mastiquer, apprécier le goût dont parlait votre voisin tout à l'heure, c'est très important. Donc c'est plutôt bien. Alors il y a un contre-exemple, moi-même le midi je mange vite, je n'ai jamais pris 1 gramme, c'est impossible, je n'y arrive pas moyen, c'est décevant. Mais j'adore manger lentement. Donc je mange vite parce que le midi, j'ai trop de choses. J'adore manger lentement, c'est plutôt bien. Quand on ne mange pas à la même vitesse, ce qui va se passer, vous l'avez observé vous comme moi, c'est que si vous mangez un peu plus vite et que les autres n'ont pas fini, vous allez vous resservir, vous allez manger du pain, vous allez grignoter, vous allez, etc. Et les grands repas, longs repas, vont nous conduire à manger plus. Mais si c'est rare, c'est pas grave de manger plus. On s'en fout de manger plus. Le problème, c'est de manger trop pour vous, souvent. Si vous mangez plus aujourd'hui parce que c'est la fête, aucun problème. Ce soir, vous allez manger moins. Demain, vous mangerez peut-être un petit peu moins. Aucun problème, zéro problème. On dit toujours aux gens, tu as trop mangé. Mais attendez, vous connaissez ma vie. Demain ou ce soir, je mangerai un petit peu moins. Donc, le plus, ça ne veut rien dire. Voilà, donc, en général, quand ça traîne, alors, soit c'est sympa et on discute et ça fait parler, les repas longs, c'est un repas familial, festif, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Parfois, ça peut être ennuyeux. Si votre voisine est un peu casse-pied, vous allez manger vraiment beaucoup, beaucoup plus parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Non, mais voilà. Donc, effectivement, il peut y avoir des différences qui peuvent être problématiques. Hein, donc, il faut... mais c'est chacun son rythme, hein, quand même. Alors, une dernière question avec le chat. Est-ce que vous avez parlé de discours hédoniques? Vous êtes appuyé sur une étude qui montrait que les discours hédoniques favorisaient la meilleure consommation d'aliments autour des enfants. Donc là, on a une question, un peu une question solution en fait. Pourriez-vous nous donner des exemples du discours hédonique? Le discours hédonique, c'est au niveau des fruits et légumes, par exemple, qui ne sont pas si faciles que ça à faire manger aux enfants. C'est un discours qui va mettre en avant le bon goût, la découverte, et donc il y aura aussi tout un travail sur la préparation, les odeurs, et le côté sympa, jeune, convivial, etc. Le discours sanitaire sera un discours, il faut que tu manges ça parce que c'est bon pour ta santé. Les enfants, ils ne sont pas sensibles à ça. Et parfois, s'ils deviennent trop sensibles à ça, ils vont avoir des problèmes de relation avec leur nourriture. Moi, je me rappelle, du stress, en fait. Bien sûr, quelqu'un qui me racontait que la maîtresse avait dit à une petite fille de 5 ans, il ne faut pas manger de Paris-Brest parce que ça donne du ventre aux petites filles. Mais ça perturbe la relation avec les aliments. C'est très bon de manger des gâteaux. Ce qu'il faut, ce n'est pas en manger tout le temps. Et ce qu'il faut, c'est manger des fruits, bien sûr. Et alors, le discours hédonique, si vous voulez, c'est un discours de partage. C'est-à-dire qu'à la maison, tout le monde en mange. Et donc, voilà, c'est ça. On peut aussi déguiser un peu les choses. C'est-à-dire qu'on peut éplucher des légumes, ou présenter des légumes avec d'autres, éplucher des fruits, etc. Bon, un discours hédonique, c'est un discours qui valorise, sans démagogie, les aspects positifs et agréables du bien manger. Et qui est un peu ludique, en fait. Qui est plus ludique. Après, bon, pour faire manger des légumes aux enfants, il ne faut pas dramatiser, parce que, comme je disais tout à l'heure, les enfants sont faits pour manger des aliments nourrissants et riches en protéines, parce qu'ils doivent grandir. Il est un peu naturel, ça choque un peu parfois quand je le dis, il est un peu naturel que leur attirance spontanée pour les légumes soit plutôt au second plan. Non pas que ce n'est pas bon pour eux, mais ce n'est pas la priorité. D'ailleurs, les études ne montrent pas que les enfants qui mangent peu de légumes ont plus de risques cardiovasculaires. Ce qui a plus de risques cardiovasculaires, c'est les adultes qui ne mangent pas de légumes. Alors les gens vont dire, oui, mais pour que les adultes en mangent, il faut que les enfants en mangent. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Mais là, il y a un aspect génération. Par exemple, on est assez inquiet quand même, parce que pour une fois, je suis inquiet. Les adultes de 70 ans, quand ils avaient 20 ans, mangeaient 4 fois plus de légumes que les jeunes d'aujourd'hui de 20 ans.
Donc là, ce n'est pas un effet âge, c'est un effet génération. Ouais. Et donc, cet effet génération doit nous alerter sur l'importance des choix alimentaires, mais c'est plutôt lié à des déterminants socio-économiques. Alors, les étudiants de 20 ans, tout le monde en parle aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens toujours de bien manger. Donc, il y a aussi un aspect socio-économique, sociétal, qui nous dépasse. Mais voilà, il y a tout un contexte dans ce domaine-là. Tout à fait, vous l'avez abordé d'ailleurs lors de la conférence, un peu ce contexte socio-économique. Alors, il est 12h30, nous arrivons au terme de notre temps d'échange. Donc, je tiens à vous préciser que Monsieur Le Cerf restera encore un petit peu avec nous à l'occasion du cocktail, donc vous pourrez encore discuter avec lui. Néanmoins, je voulais conclure. Moi, j'adore manger, je suis, pense, une hédoniste, et je voulais conclure avec cette formule. Le repas est une fête. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je crois que c'est un des titres un des sous-titres d'un des chapitres de mon livre La joie de manger. Oui, je suis d'accord avec vous. Tout repas doit être une fête. Alors il y a des moments où c'est moins la fête parce qu'il y a des raisons, mais vous avez raison. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute, votre présence. Et puis, je vais laisser le micro à Marie qui va vous convier pour le reste, vous donner l'organisation du reste de la journée. Merci beaucoup. Tiens, prends le mien si tu veux. Merci Anne. Donc merci à tous d'avoir été présents ce matin. Je voulais simplement saluer et remercier l'équipe organisation avec laquelle on a travaillé sur cet événement. Donc on s'est retrouvés régulièrement, alors plutôt en visioconférence, donc on n'a pas partagé de repas. Mais c'était quand même très sympathique, on a pris beaucoup de plaisir. Je voulais aussi saluer toutes les personnes qui sont en distanciel aujourd'hui, qui n'ont pas pu être présentes. Voilà, merci à tous et bon week-end. Et puis, on va continuer avec ceux qui sont présents par un repas cocktail. Donc, au niveau de l'atrium, vous allez pouvoir suivre les étudiants qui sont dans le fond de la salle, qui vont vous emmener dans l'atrium, là où on s'est retrouvés tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, on continuera avec des activités de l'après-midi qui vont continuer et clôturer toute cette journée. Merci à vous.